Salut à toutes, salut à tous et bienvenue dans Hyperlink, votre cocktail de billes et de pixels qui décortique l'actualité et l'écosystème de la pop culture qui vous revient pour une nouvelle émission thématique en ce mois, ma foi, de fin novembre. On se retrouve pour parler d'une œuvre qui fait un peu malgré elle l'actualité, on va le dire, Cowboy Bebop. Et on va parler plus spécifiquement de son créateur, Shinichiro Watanabe, passé maître en la matière de faire dialoguer les cultures et les différents âges, et bien les différentes époques, les différentes ères culturelles de cette culture qu'on apprécie tant. Autour du plateau, aujourd'hui, nous avons deux invités et non des moindres. À ma droite, nous avons Stanislas Brunet. Bonjour Stanislas. Bonjour. Alors, on te connaît, tu es mecha designer, les fans de mecha t'adorent. Tu as travaillé au sein du studio Satellite avec la légende Shoji Kawamori, créateur de la licence Macross. Tu as travaillé sur Macross Frontier, Macross Delta, si je dis pas de bêtises, sur Aquarion aussi, pas mal de choses, et Basquash aussi avec Thomas Romain. Basquash, ouais. Très bien, et plus récemment, du coup, tu as été world designer avec Thomas Robin, justement, sur la série Carol and Tuesday, réalisée par Shinichiro Watanabe, sa dernière série en date, disponible sur Netflix. Merci d'être présent avec nous. Quelque chose me dit, ça fait toujours quelque chose d'avoir un proche collaborateur, d'un monsieur qu'on adore. Donc merci beaucoup. Je crois que dans ton actualité, très rapidement, tu as travaillé sur Urban Star Racer. Oui. Il va y avoir une projection là bientôt sur, je crois, la sortie prochaine du Blu-ray tout à de fait, la série. C'est la semaine prochaine. En fait, on va fêter les 15 ans de la diffusion de Urban Star Racer en France. Et pour l'occasion, en fait, Savin Yetmanefel, le producteur, réalisateur et scénariste de la série, a organisé un événement à l'Escurial qui aura lieu entre 10h et 13h30. Donc je crois qu'il faut réserver ses places à l'avance si vous voulez y participer. Tout à fait. On vous mettra le lien sur le compte Twitter. C'est gratuit. Et c'est gratuit, évidemment. Et c'est gratuit, tu saisis la balle au bon, je te la donne. Tu as moins de casquettes, mais tu les portes tout aussi bien. Bruno de la Cruz, journaliste à Animeland, comment vas-tu ? Ça va. Merci beaucoup pour l'invitation et merci. C'est un honneur aussi d'être invité. Alors, tu as participé notamment à la grande encyclopédie de l'animation. Tu l'as dans la main, je crois, ou on pourra la montrer à l'antenne tout à l'heure. Oui, tout à fait. Pas de souci. Donc, grand amateur, la caméra est juste là. Voilà, parfait. Nous avons à ma gauche également un troisième invité, chroniqueur dans Blockbuster, Jérémy Tourza. Bonjour. Non, plus sérieusement, donc tu joues à domicile aujourd'hui, mais oui. On a eu l'occasion de te retrouver chez Frédéric Sigrist pour parler de One Piece cette semaine. Ouais, c'était sur France Inter, c'était très intimidant et très très chouette en même temps. Donc, bravo. Vous pouvez retrouver évidemment le podcast sur le flux de Blockbuster France Inter. Et en face, nous avons un quatrième invité, MDR, rédac chef du Grand Oculaire, qui joue aussi à domicile aujourd'hui. Paul, comment vas-tu ? Ça va bien, ravi de passer ce petit moment pour parler d'un grand artiste que j'admire beaucoup, en très bonne compagnie. On est évidemment très très heureux, on est en très bonne compagnie aujourd'hui. On est également avec Charlie à la réalisation vidéo. Coucou Charlie. Et on est avec Antoine qui assure l'audio et qui est également le maître de la maison. On le remercie. Évidemment, merci à vous. Vous pouvez évidemment nous retrouver sur les réseaux sociaux, déjà sur Tsugi Radio, mais également sur Micro Stockholm pour le flux podcast. Vous pouvez nous retrouver sur Twitch, Twitter et Discord. Rejoignez la communauté et n'hésitez pas, évidemment, tout au long de l'émission à réagir sur le chat. On vous lit. N'hésitez pas à partager vos anecdotes, vos questions, vos remarques. Et si elles sont pertinentes, on rebondira évidemment dessus. Je tiens enfin à remercier Thomas Romain et Patrick Sarrea qui ont pas mal aidé à la préparation de cette émission. Et je les salue. Écoutez les amis, si ça vous va, je propose qu'on y aille tout de suite. C'est parti pour le grand sujet. De toute façon, ça sert à rien de discuter avec toi, t'as toujours raison. Si, ça sert de discuter. C'est toi qui as toujours raison. Il n'y a pas de son. Il n'y a pas de son. Très bien. Donc, Shinichiro Watanabe, on est donc sur un grand sujet, ma foi. Paul, je vais me tourner vers toi pour commencer. Oui. Qui est-il ? D'où vient-il ? J'ignore de le savoir. Ouais, une présentation en saut de puce, du coup. Donc, il est né en 1965 à Kyoto. Donc, dès son plus jeune âge, il est fasciné par deux types d'art, donc la musique d'une part et le cinéma d'autre part. C'est quelqu'un qui peut ingurgiter jusqu'à 500 films par an. Il a plusieurs flashs cinéphiles, notamment le chef-d'œuvre Opération Dragon avec Bruce Lee, donc sorti en 1973, où c'est vraiment un agrégat de différents genres, la blaxploitation, le film d'arts martiaux et le film d'espionnage à James Bond.
Et donc, il voulait d'abord être musicien et ne se trouvait pas assez bon. Du coup, il se reconvertit, le pauvre, dans l'animation. Et il intègre au début des années 80 un studio d'animation qui s'appelle Sunrise, donc qui deviendra plus tard une filière donc de la société Bandai. Et il gagne petit à petit en notoriété au sein de ce studio. Donc il devient storyboarder à peu près à l'âge de 20 ans. Il travaille sur des séries comme Dan et Danny, Mobile Suit Gundam 0083. Et donc le déclic, c'est en 1994 où il travaille sur l'OAV Macross Plus, dont il est co-réalisateur avec Shoji Kawamori. Voilà, donc 4 épisodes de 35 minutes. Donc c'est une série de type mecha. Et là, ça va vraiment le propulser et lui permettre de créer donc sa première série en 1998, donc 4 ans plus tard, qui est Cowboy Bebop. Merci pour ce tour d'horizon, ma foi, fort exhaustif et fort concis, Paul. Je vais me tourner vers vous. Cowboy Bebop, déjà, je vais le pitcher assez rapidement. On est sur une série qui mélange pas mal de choses, du cyberpunk, du space opéra, du néo-noir et du western, surtout. Le tout sur un habillage très éclectique musicalement parlant. On va suivre les aventures de Spike, Jet, Faye, Ed et Hein, qui forment à eux 5 l'équipage du Bebop, et un équipage donc de chasseurs et de chasseuses de primes qui vont voyager et en voir de toutes les couleurs et également de toutes les gammes. Les amis, avant de commencer à rentrer un peu dans le détail du sujet, c'est quoi votre premier contact avec Cowboy Bebop? Bruno, peut-être pour commencer. Cowboy Bebop, comme beaucoup de titres à cette époque-là, donc moi je suis de 87, c'est mon grand frère en fait qui m'a montré ça, il m'a dit il faut que tu regardes ça. Et je me souviens, il y avait un peu le côté, tu verras, c'est un peu Tarantino qui fait un animé. Et c'est un raccourci peut-être un petit peu grossier, mais je trouve qu'il n'est pas complètement vide de sens, donc ça m'avait beaucoup plu. Et puis surtout cette idée d'avoir quelque chose d'adulte, de sérieux, techniquement impressionnant. Donc voilà, j'avais, si je dis pas de bêtises, 15 ans, 16 ans, ces eaux-là. Très bien. De ton côté, Stanislas, ton premier contact avec Cowboy Bebop? Alors moi, c'était vers mes 22 ans à peu près. J'étais tout juste rentré à l'école des Gobelins. Et en fait, ça tournait, l'opening tournait en fait, dans l'école, dans la classe. On s'était passé et tout. C'était le choc parce que c'était autant de dynamique, quelque chose de si bien digéré, et puis avec une animation incroyable. Il y avait beaucoup d'élèves qui pensaient d'ailleurs que c'était de la rotoscopie avant qu'on se documente et qu'on sache que c'était des super bons animateurs qui avaient bossé dessus. Et donc, non, ça a été un choc vraiment de découvrir cette série. Jérémy? Moi, je l'ai découvert aussi à 15-16 ans, mais j'étais beaucoup plus... je suis beaucoup plus jeune que vous. Mais c'est surtout par rapport au forum. C'était à une époque où je commençais vraiment à m'intéresser à l'animation japonaise, que j'avais découvert à travers les mangas les plus classiques, One Piece, Naruto, ce genre de choses. Et d'un coup, on commence à grandir, on a envie de découvrir quelque chose d'un peu plus sérieux. Et ça a été la grosse claque de tomber sur Cowboy Bebop, de la musique, l'ambiance. Tout de suite, on est pris dedans. Et je crois que j'ai enchaîné très très vite sur Samurai Champloo. Ce qui était pratique, c'est que vu que j'ai commencé assez tard, ça par rapport à vous, j'ai pu en enchaîner plusieurs. Paul? Mon premier contact, c'est toi, Karel. C'est toi qui m'as fait découvrir Cowboy Bebop. Car moi, j'étais plutôt biberonné au cartoon américain, et donc je me suis mis tardivement à l'animé. J'avais vu Samurai Champloo à l'époque quand ça passait sur Canal. Et du coup, j'ai découvert récemment Cowboy Bebop, et encore aujourd'hui, c'est à la fois un choc et en même temps un sentiment de voir quelque chose de totalement cohérent par rapport à son temps. Un peu comme Matrix finalement, c'est-à-dire un alignement des planètes en termes de références dont ressort une grande cohérence. Justement, tu vas garder la parole. Oui. Cowboy Bebop, c'est l'œuvre d'un contexte. Oui. C'est une synthèse. C'est l'œuvre d'un contexte très prégnant avec qui se prête à beaucoup de synthèse justement. Est-ce que tu dirais à quoi est-ce que tu prêterais cette synthèse? Alors, si je devais prendre un point de comparaison, je reprends la comparaison avec Matrix, c'est-à-dire que Matrix arrive en 1999 où c'est l'agrégat de différentes cultures qui ont mis du temps à arriver d'une part en Europe puis aux États-Unis, c'est-à-dire en gros la culture asiatique et notamment la culture japonaise, et donc de le mélanger avec l'actionneur américain, avec le western, etc. Les fans étaient, entre guillemets, la communauté cinéphile et de l'animé était déjà prête en fait à recevoir ce genre d'œuvre. Et donc voilà, ça arrive dans ce contexte-là, initié dans les années 90, dans ce qu'on pourrait appeler
une forme de postmodernisme, que ce soit au cinéma avec Tarantino, où il y a vraiment un agrégat de différentes références, mais dont on préserve le cœur émotionnel. C'est-à-dire qu'on ingère différents genres pour en ressortir un nouveau genre plus cohérent. Voilà. Une œuvre qui sera elle-même son propre genre, Tout un à genre fait. qui s'appelle Cowboy Bebop. C'est la note d'intention qui est présente dans le générique. Stanislas, tu y étais. Est-ce que Paul disait que justement le public était prêt ? Est-ce que, d'après toi, à l'époque, le public était prêt, ou est-ce que c'est quelque chose qui a été un peu décrété et qu'on a un peu provoqué le public là-dessus, ou est-ce que le public, on lui a donné ce qu'il attendait sans savoir ? Je pense que c'était une bonne période, en fait. Et aussi par rapport à la France. C'est-à-dire que déjà, ça a été diffusé sur Canal+ à l'époque. Hein. Donc ça, c'était une grande nouveauté. C'était la première fois que Canal+ diffusait de l'animation, enfin, une des premières fois, en fait. Il recréait. Il y avait eu Evangelion, il y avait eu Evangelion, Escaflowne. c'est ça. Evangelion avait lancé le truc. Il y a eu Escaflowne aussi. Mais c'était très court, hein, je crois, le créneau dans lequel. Donc on était déjà lancé dans cette dynamique. Et puis surtout, dans les années 90, il y avait eu Akira qui avait un petit peu déjà balayé le terrain. Et toute cette génération de gens un peu de mon âge qui ont découvert Akira, je sais pas, aux alentours de 13 ans, le choc. Et puis ensuite, on grandit et puis on redécouvre une nouvelle œuvre comme ça, très, très mature. Non, c'était vraiment idéal, en fait, pour le public français, en tout cas. Et est-ce que c'était idéal pour le public japonais, Bruno ? Mais c'est vrai qu'on se pose souvent la question de savoir si Bebop est un chef-d'œuvre. Alors après, il y a toute la question de la définition d'un chef-d'œuvre. Mais au Japon, c'est vrai que c'est un tout petit peu à relativiser, dans le sens où c'est apprécié. Et dans l'industrie, c'est quelque chose qui a séduit énormément de talents. Hein. Nous, à chaque fois qu'on a interviewé quelqu'un, il n'y a pas une personne qui m'a dit du mal de Cowboy Bebop. Je peux citer, par exemple, Shigeyasu Yamauchi, donc le réalisateur de Broly, le co-créateur même de Broly, un des grands réalisateurs de Toei. Il m'a dit que c'était une étoile filante, c'était un truc incroyable parce qu'on pouvait se faire plaisir avec une forme de maturité, un côté un petit peu adulte, etc. Mais pourtant, c'est pas un impact comme Yamato, c'est pas un impact comme Gundam, c'est pas un impact comme Astro éventuellement. Donc c'est un petit peu paradoxal de se dire ça. Chez nous, c'est cultissime, mais pourtant, ça n'a pas fait 300 enfants par an Cowboy Bebop au Japon. Donc, On peut également dire, très rapidement, je fais une petite note sur les conditions de diffusion de la série à l'époque, parce qu'elles étaient un petit peu baroques. Il faut dire que on est sur une sorte de braquage, un peu de hold-up, à la fois parce que Bandai s'était désengagé. Tu voulais rebondir là-dessus, Jérémy ? Justement, vas-y. Autant en parler. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'à la base, c'était une série qui devait être produite par Bandai, qui, par la structure qui fait des figurines de vaisseaux spatiaux, comme on pouvait avoir pour toutes les autres grandes figures du mecha. Et donc Watanabe, qui commençait à prendre un petit peu de galon avec toute son expérience en tant que co-directeur sur Macross Plus, il a la chance de faire sa propre série. Il se lance. Et un peu à contre-courant et en voulant faire son propre truc, il se lance, il met tous les curseurs à fond. Ils se disent que si c'est la dernière fois qu'ils feront quelque chose, ce sera la dernière fois. Et ils y vont vraiment au culot. Et ça a failli leur exploser à la figure parce que tout de suite, Bandai, en voyant les 3-4 premiers épisodes qui ont été fermés, Bandai se retire. Et heureusement, une autre structure de Bandai les sauve. C'était une structure qui est plus habituée à faire des figurines plus chères, qui vise un public... c'est Bandai Visual qui vient Bandai à la Visual, rescousse, exactement. à la rescousse. Et c'est comme ça qu'ensuite, ils vont pouvoir produire plusieurs épisodes. Mais bon, ça a été diffusé la nuit, dans un créneau qui était plus compliqué à regarder. Et je crois même que les derniers épisodes n'ont pas été diffusés jusqu'au bout. Oui, c'est ça. J'ai la liste des épisodes qui ont été diffusés, pour être exact, parce qu'il y a eu pas mal Et en fait, ils voulaient s'éviter que TV Tokyo redurcisse la censure, comme ça avait été le cas après Evangelion. Donc, il y a des Director's Cut, certains épisodes qui sont même en Director's Cut et qui ont bénéficié d'une ressortie en DVD très singulière. Et effectivement, on a eu les épisodes 2, 3, 7 à 15, puis 18, et puis une sorte de commentaire audio diffusé à la télévision quand même, qui s'appelait Mishmash Blues, qui mélangeait des tas de scènes coupées dans la limite de ce qui était montrable, en disant à la fin avec un carton, le vrai Cowboy Bebop, vous le verrez peut-être un jour. Et on a fini par le voir sur le satellite avec WoW. Et puis en Occident, justement, grâce à Canal+, grâce au nez creux qu'a eu Patrick Saria justement à l'époque, et aux États-Unis en septembre 2001. Avec tout simplement la création de la case Adult Swim et Cowboy Bebop qui devient l'émissaire de la Japanimation en Occident.
Karel, est-ce que je Oui. peux faire une toute petite digression pour dire Bien que sûr. c'est toujours très compliqué au Japon de lancer une production originale. Je pense que Stanislas pourra confirmer ça, mais lorsque vous lancez une adaptation, ben voilà, vous avez soit le roman, soit le light novel, soit le jeu vidéo, soit le pachinko, soit les cotons-tiges, soit etc. Alors que dès que vous lancez quelque chose, une production originale, ben, il faut que ça accroche très vite. Et en plus, Watanabe-san, qui a travaillé chez Mandlob, il lançait quelque chose. Mandlob faisait beaucoup de productions originales et malheureusement, le studio a aussi chuté parce qu'en termes de marketing, ça n'a pas suivi. Donc, c'est un vrai pari et c'est vrai que quelque part, Evangelion, et je discutais de ça avec notre ami Philippe Bunel que vous connaissez, c'est vrai que ça a un petit peu relancé aussi le truc d'aller dans l'audace de la prod originale. Prod originale donc, qui a quand même du coup une force de proposition par elle-même, sinon ça n'aurait pas fonctionné justement, étant donné le marketing un peu contrarié. Cowboy Bebop, émotionnellement, dramaturgiquement, thématiquement, qu'est-ce qu'on en retient aujourd'hui, Paul ? Je trouve qu'encore plus que Evangelion, je pense que c'est vraiment l'un des premiers animés où on sent que le découpage cinétique, cinématographique, en fait, permet de transcender les limites de l'animé. C'est-à-dire qu'en fait, il y a deux logiques différentes qui s'opposent, mais qui, dans l'opposition entre les différents mondes, c'est-à-dire le monde du rêve, les flashbacks, etc., du personnage principal de Spike Spiegel, et la logique de l'animé, petit à petit, en fait, on voit que les deux s'imbriquent. C'est-à-dire que dans la récurrence de l'animé, où à chaque épisode, il y a un nouveau criminel à poursuivre, et ben en fait, dans la répétition propre à l'animé, les personnages se révèlent à eux-mêmes et révèlent une continuité à laquelle on n'était pas habitué à cette époque-là. Voilà. C'est ça que ça a apporté de nouveau. Ce que tu veux dire, une façon plus intime de gérer la continuité plutôt que de la décréter sur quelque chose de plus feuilletonnant. Bruno, je te vois faire la grimace. Non, on a toujours, il y a toujours une interrogation autour de Watanabe-san, de savoir s'il a inventé quelque chose ou pas, en fait, à travers l'idée qui est exposée ici. Watanabe a toujours vu ces personnages comme étant le moteur du récit. Mais il ne faut pas oublier que c'est un élève de Ryusuke Takahashi. Et quand on prenait quelqu'un comme Takahashi, donc c'est vos tomes, c'est un paquet de... c'est un monstre à lui seul. Hein. Si vous ne connaissez pas Ryusuke Takahashi, malheureusement en France on n'a pas beaucoup d'œuvres à lui qui sont éditées, mais c'est quelqu'un qui a grandi avec cette exigence-là, avec c'était déjà dans le cinéma de Takahashi en fait. Après oui, il y a le côté, c'est vrai, feuilletonnant ou pas, et là pour le coup il s'amuse énormément de ça, mais ce n'est pas le premier. Pour moi, son grand talent, c'est de l'avoir fait perdurer sur du format télé, parce que ça existait déjà dans des OAV, notamment, où vous allez directement piocher l'argent dans la poche des fans. Donc, par contre, voilà, son coup de maître, c'est plus de le faire sur un format télé, et puis surtout qui tient, parce que on peut dire ce qu'on veut de Watanabe-san, mais il a toujours réussi, en fait. Justement, ce format TV et ce format épisodique, justement, propice à l'exploration de différents lieux, de différentes émotions, de différents styles, parfois même en incrustant des épisodes en animation numérique, plutôt que... il y a pas mal d'expérimentation visuelle tout au long de la série, aussi. Est-ce que, finalement... qu'est-ce que ça révèle de sa démarche ? Est-ce que c'est un réalisateur qu'on dirait contrôle fric, qui gère l'ensemble de sa série d'un seul tenant en disant c'est ma vision et tout le monde se met au pas, ou est-ce qu'à l'inverse, justement, Jérémy, ou Bruno, comme vous voulez, ou est-ce qu'à l'inverse, justement, ou peut-être Stanislas, Cowboy Bebop sert d'espace, d'expression à toute une équipe, finalement, à laquelle on délègue justement la liberté de faire un peu ce qu'elle veut. Je pense Stanislas. qu'il y a un peu des deux, mais il faut voir que Watanabe-san a un charisme assez incroyable. Et c'est un réalisateur qui est très ouvert. Ça se voit tout de suite quand on est dans les réunions avec lui. Et il a le talent de trouver et de motiver en fait les bons artistes. Donc il faut voir toutes les séries qu'il a faites. Il sait s'entourer. Ça se voit vraiment, c'est évident quand on voit un petit peu les crédits de chaque série. C'est assez fascinant. Après, chaque artiste a eu un rebond de carrière. Et même est devenu réalisateur. Enfin, voilà, on les connaît tous, finalement. Et il sait s'entourer et il sait motiver les gens. Et ça, c'est ce qui amène le plus de créativité. Et lui, après, utilise cette créativité-là, il s'en nourrit et il l'injecte, en fait, dans ses histoires. Et ça, c'est vraiment rare, en fait, d'avoir des réalisateurs comme lui. Je le comparerais peut-être un peu avec Shoji Kawamori aussi, qui fait un peu la même chose. Et ils contrôlent leur œuvre tout en laissant une sorte de marge de manœuvre qui peut l'enrichir.
Donc voilà. Pour aller dans ce sens-là, lorsque j'ai discuté avec Kawamoto, donc le Kara designer de Toshihiro Kawamoto, ouais. donc qui a aussi travaillé sur Gundam, il me disait Watanabe-san, c'est quelqu'un qui va vous challenger. Il vous dit à 70% ce que vous devez faire et 30% c'est à vous de les trouver. Ouais. Et en fait, c'est assez bizarre parce que Kawamoto-san, lui, c'est peut-être quelqu'un qui a plutôt besoin d'être plutôt guidé. Voilà, il faut que, je dis n'importe quoi, il faut qu'il bouge de cette manière ou vraiment attache-toi au storyboard. Et à l'inverse, quand il travaille avec Kazuto Nakazawa, par exemple, donc celui qui s'occupait de la séquence animée de Kill Bill, il sait qu'il a un cerveau un peu plus fou, donc il va le laisser. Après, le résultat, il faut qu'il soit là ou pas, il a une exigence. Mais ça, c'est assez amusant parce que dans l'industrie de l'animation Jap, vous avez un petit peu deux profils. Vous avez celui du réalisateur qui surveille absolument tous les cuts, vous avez celui qui délègue à mort, et je trouve au final que quand Watanabe réalise en tant que réalisateur en chef ou lorsqu'il est accompagné d'un second réalisateur, il arrive vraiment à trouver ce juste milieu entre ça a l'œil de Watanabe, ça a la réalisation de Watanabe, mais ça a aussi l'identité des artistes qui travaillent avec lui. Et ça, pour moi, je trouve que c'est une réussite totale. Parce que c'est quelque chose de très difficile dans quelque chose dans une industrie qui est tellement calibrée pour réussir, pour que tout soit cohérent. Space Dandy, malheureusement, on l'abordera peut-être un petit peu plus tard. J'espère. Mais Thomas Romain me disait, au Japon, ça n'a pas toujours plu parce que les spectateurs, ils étaient pas forcément très au courant que ça change de style comme ça, alors que Watanabe-san, lui, il est pour ça. Jérémy ? Il laisse beaucoup de liberté aux personnes qui travaillent avec lui, et il s'inspire aussi beaucoup de ce que des gens avec qui il travaille lui apportent. Pour citer Cowboy Bebop, vu qu'on en parle, le petit chien, le petit corgi, Ain, on sait tous qu'il est adorable et tout, mais il n'était pas prévu à la base. C'est parce que quelqu'un de la production avait un corgi. La scénariste, la scénariste en chef de la série avait un corgi et il était trop mignon, et du coup ils se sont dit tiens, on va le rajouter. Il y a aussi beaucoup d'épisodes de Cowboy Bebop qui ont été imaginés juste en écoutant des musiques qui a été fait par Yoko Kanno, la compositrice de Cowboy Bebop et de plusieurs œuvres. Et qui a inspiré Ed. Et qui a inspiré aussi beaucoup Ed dans ses gestuels, dans sa façon d'être, tout simplement. et c'est pour ça qu'on adore Ed. Mais du coup, et c'est ça en fait, il va vraiment laisser une grande place de liberté, et même sur d'autres œuvres plus tard. Il va pas non plus être hyper rigide sur le style. On voit déjà dans Samurai Champloo que certains épisodes ne sont pas animés de la même manière, et je sais qu'on en parlera plus tard. Voilà, attention à pas griller les étapes, mais effectivement tu fais bien de mentionner Keiko Nobumoto, donc, qui est la scénariste en chef de la série, qu'on retrouvera justement sur sa série suivante, mais aussi impossible de ne pas parler de Yoko Kanno et de la façon dont la musique vient dynamiser la mise en scène, Paul. Oui, alors je voulais juste terminer l'analogie par rapport à la liberté et l'improvisation. Rappelons que les épisodes s'appellent des sessions. Tout à fait. Que la série s'appelle Cowboy Bebop, donc le bebop qui est un genre musical fondé sur l'improvisation. Et j'aimais bien comment Stanislas décrivait la façon de travailler de Watanabe, parce que c'est comme un jazzman qui se lance dans une improvisation, et comment les uns se sentent par rapport aux autres et créent une partition nouvelle et une improvisation nouvelle, mais qui a toujours cette ligne directrice là qui est l'enjeu de la liberté, en fait, d'avoir toujours plus de liberté. Voilà. Et puis c'est cette idée aussi qu'une péripétie au sein d'un même épisode peut en entraîner une autre de façon un peu imprévue, justement, mais même dans la gestuelle des personnages, ils retombent toujours un peu sur leurs pattes. On reconnaît aussi un petit peu l'inspiration de Lupin the Third aussi dans la gestuelle de Spike. On devine aussi que Spike justement décrit sa façon de combattre comme au judo, quoi, c'est-à-dire accompagner la force de l'autre. Donc c'est quelqu'un qui, comme Lupin the Third, en fait, glisse et vite beaucoup. Et donc vraiment son style de combat, comme dans Samurai Champloo, est fondé vraiment sur l'improvisation. Donc il y a vraiment une correspondance entre la façon de créer et la dramaturgie même de l'animé. En fait. Et pour rebondir sur ce que tu dis sur le plan de la dramaturgie, on peut tout à fait aussi dire que Spike, mine de rien, son nom c'est Spike Spiegel, c'est un miroir. Et au final, ce personnage, c'est aussi quelque part l'incarnation la plus brute de cette note d'intention. C'est-à-dire que ce personnage va être le miroir des situations en face, va faire le pont entre le passé, le présent, le futur, et chaque péripétie permet aussi, par un jeu de miroir, justement, de résonance, développer le passé de Spike, le passé de Jet, le passé de Faye, sans que ce soit tautologique ou redondant ou explicite. Et c'est peut-être aussi là-dessus, c'est à ça qu'on peut reconnaître peut-être le mieux
la singularité de Cowboy Bebop à son époque. D'autant que Bruno Spike, comme tu dis, c'est un peu du Lupin, c'est même parfois un peu du Cobra. Ça mélange un peu la chance, le talent, l'inné, la classe. Tu vois, c'est cette fusion-là. Et ce qui est fort chez Watanabe, c'est j'ai pas l'impression d'avoir une redite pure et simple. Sinon, il n'aurait pas été aussi iconique, Spike Spiegel, parce que quand même, pour ceux qui n'ont pas vu la série, voilà, ça se finit quand même d'une certaine manière, et ça le fait aussi un petit peu plus rentrer dans la légende. Enfin, je crois en tout cas. D'ailleurs, je termine juste là-dessus, c'est que l'une des inspirations visuelles, notamment quand il se bat avec ses mouvements de bras, donc de Spike, c'est Bruce Lee. Et Bruce Lee était connu, il y avait une citation qui disait « Mon style de combat, c'est être comme l'eau ». C'est-à-dire, quand tu verses de l'eau dans un contenant, elle se fait... Oui, voilà, Be Water, voilà, exactement, Be Water. Je trouve que ça correspond bien à la fois au personnage de Spike, mais aussi à Watanabe et à sa façon de travailler, qui est déjà palpable sur Cowboy Bebop. De l'eau qui réfléchit aussi. Donc on y retourne toujours. Incroyable. Synchronicité dramaturgique, c'était ton terme en antenne, j'en profite pour le placer quand même. Bruno, pardon, tu voulais rebondir ? J'ai revérifié, mais Yusuke Matsuda un acteur a servi de référence à Spike aussi, enfin physiquement. Les cheveux, notamment, et puis ce côté parfois d'être un peu nonchalant dans la façon de bouger, mais aussi de se poser. Regardez comme il est sur le canapé, on dirait Al Pacino à chaque fois sur un canapé, c'est littéralement vautré. Les amis, est-ce qu'on a une dernière chose à ajouter avant que je vous pose la question qui tue ? Et si oui, déjà, je me tourne vers vous, je vois pas trop, on se dirige vers la fin de cette première partie. Si, j'ajoute un dernier truc, c'est que donc chaque épisode correspond à la poursuite d'un criminel, et donc c'est vraiment le moteur de la fiction. Et donc vraiment, moi, ce que je retiens de Cowboy Bebop, c'est, de façon plus symbolique, c'est comment la fiction révèle les personnages à eux-mêmes, et par la même, vu qu'on s'identifie aux personnages, comment ils nous révèlent à nous-mêmes, nous aussi, en tant que spectateurs. Et ça, je pense que c'est la marque des très grandes œuvres, d'où on revient au tout départ, d'où la très grande cohérence de cette série-là en 98-99. Réapprendre à voir, peut-être tout à fait. Cameron le fera avec Avatar quelques années après. Voilà. Oh, stop it you. Non, alors j'allais vous poser la question justement, est-ce que ce refus justement du feuilletonnant et de l'explicite joue pas aussi un petit peu contre Watanabe ? Est-ce que c'est pas ça qu'il a un peu, comment dire, maudit auprès des producteurs, ou qui a fait que le public, la rencontre avec le public japonais, en tout cas, c'est pas fait tout de suite. C'est peut-être pour ça que ça fonctionne mieux en Occident qu'au Japon. Le fait que ce soit des épisodes qui peuvent être regardés indépendamment de l'un de l'autre, et qu'on retrouve beaucoup plus ça dans la fiction occidentale aux États-Unis ou en France, enfin à peu près partout. C'est peut-être pour ça que ici ça fonctionne mieux. Mais après, je trouve pas forcément. Enfin, je trouve justement que Cowboy Bebop ou toutes ses œuvres suivantes sont aussi très feuilletonnantes. On a vraiment un fil rouge qu'on suit à travers les personnages. Alors c'est un peu plus en filigrane. C'est sûr que si on les regarde un épisode par épisode au fil des semaines, ça peut être plus difficile à capter. Mais je trouve que quand on les regarde justement d'un seul bloc, parfois, c'est bien plus clair et bien plus fluide qu'on pourrait l'avoir dans un premier visionnage. Mais c'est sûr que oui, peut-être que ça a peut-être plus choqué les Japonais, mais ça, c'est plus ta spécialité. Stanislas ? Moi, je suis assez d'accord avec ce que tu viens de dire, en fait. Et je rajouterais une chose. Je pense aussi qu'il aime bien se mettre en contre-pied par rapport à ce qui se pratique, en fait, de manière un peu commune au niveau de la production télévisuelle, enfin, en tout cas pour la série au Japon. Et c'est vrai qu'au Japon, à ce moment-là, il y avait du feuilletonnant, mais vraiment, comment dire... on pouvait rater des épisodes et on comprenait plus rien en fait à ce qui se passait. Alors qu'au Japon, il y a quand même des séries familiales. Je pense à comment ça s'appelle à l'époque, Doraemon, Dragon Ball, Sazae-san, ce genre de choses. Et c'est vraiment un épisode, c'est fini, et puis c'est du strip en fait. Ah oui, Doraemon, oui, dans ce cas-là. Je pense qu'il a voulu revenir à un format qui était peut-être plus occidental, aussi pour être un peu en rupture avec ce qui se faisait au Japon. Je pense qu'il aime bien être en rupture. Puis il sortait aussi juste de Macross Plus, qui était une très longue série. Pardon, vas-y, oui. Ou même dans plein d'œuvres. Et je pense que si sa première série Cowboy Bebop ne fait que 26 épisodes, c'est aussi pour pouvoir que lui il puisse conclure sa série
et qu'elle ne lui survive pas en quelque sorte ou qu'il ne puisse pas écrire la fin. Ouais, après, c'est quand même une logique aussi économique, c'est-à-dire que 26 épisodes, c'est déjà pas mal. C'est-à-dire que maintenant, on arrive rarement à 26 épisodes pour des séries originales, c'est souvent plutôt 12. Et donc, à cette époque, ils faisaient encore 26 épisodes pour des séries. Et après, si ça marchait, on faisait une suite, mais c'est toujours un peu... C'était le format standard, qu'on va dire. Mais il y avait toujours ce souci de, comment dire, aussi peut-être refermer Cowboy Bebop pour être sûr de ne pas être vampirisé par cette œuvre au fil des années, et va se poser la question de l'angoisse du second album. Mais avant cela, il y a eu peut-être un film qui s'est intercalé, mais dont on parlera peut-être après la pause musicale. Après, on va s'écouter un disque, du coup. Et ce disque, quel est-il ? Eh bien, tiens donc, c'est Tank de Seatbelts, générique d'ouverture de Cowboy Bebop. A tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de billets de pixels, toujours avec Stanislas Brunet. Toujours avec Bruno Delacruz. Oui. Toujours avec Jérémy. Je suis là. Toujours avec Paul. Toujours avec Charlie et Antoine qui veillent au grain. On vous remercie. On est donc de retour, 3-2-1 Let's Jam, pour parler cette fois-ci non pas de Cowboy Bebop, la série, mais Cowboy Bebop, le film, qui nous sert un petit peu d'entracte avant d'amorcer le deuxième album qui sera Samurai Champloo, on va dire ça comme ça. Déjà, pourquoi ce film se fait et pourquoi est-ce que c'est un peu une anomalie dans la carrière de Watanabe, Paul ? Parce qu'il n'en a pas fait d'autres. Tout simplement. Voilà. Donc peut-être je recontextualise ce que raconte le film. Donc oui, ça prend place entre l'épisode 22 et 23, donc c'est vraiment à la toute fin de l'animé. Donc c'est une nouvelle poursuite. Donc en fait, on essaie de retrouver un responsable d'une attaque bioterroriste donc dans le cratère d'Alba sur Mars. Et en fait, l'équipage du Bebop va rapidement découvrir qu'il s'agit d'un ancien militaire victime d'une expérience scientifique portant sur des nanorobots, donc à la fois une victime et un bourreau. Et donc, pour accomplir sa vengeance, il souhaite contaminer l'ensemble de la population au travers d'une nouvelle attaque terroriste prévue pour le jour d'Halloween. Voilà, donc ça c'est ce que ça raconte. Le film était doté de 3 millions de dollars de budget, ce qui se voit vraiment. Il y a un vrai glow-up entre l'animé et le film, que ce soit en termes de découpage, de texture, etc. Voilà, et accessoirement c'est une véritable prouesse de mise en scène, et le film a vraiment marqué les consommateurs d'animé et de longs métrages animés à la fin des années 90 et au début des années 2000. Tout à fait. Rappelons quand même que le film est sorti au Japon le 1er septembre 2001 et qu'il devait sortir 2 semaines après en Occident. Tu me l'apprends, je ne savais pas. Et voilà, et donc du coup c'est pour ça qu'on l'a eu beaucoup plus tard en 2003. Oui, ça la fout mal. Ouais. Voilà, la synchronicité dramatique, mais pas dans le bon sens du terme malheureusement. Donc oui, effectivement, c'est un peu une anomalie, mais aussi parce que le film a été produit en grande partie au sein du studio Bones, qui s'est créé en sous-marin pendant la production de Cowboy Bebop chez Sunrise, parce qu'ils voulaient avoir un boulot à la sortie quand même. et c'est un peu ironique parce que finalement, c'est Bones qui, pour l'une de ses premières productions, satisfait une commande de son ancien employeur quelque part. Bruno. Oui, au final, dans l'industrie du Japon, c'est pas si rare que ça. On a l'habitude de dire que le Japon est un studio d'animation parce qu'une série n'est jamais produite à 100% ou une œuvre n'est jamais produite à 100% au sein d'un seul studio. Bien sûr. Je préciserai que y a quand même une légende qui est aussi à la co-direction du film, qui est Okura, Hiroyuki Okura, qui est un des plus grands animateurs de cette génération-là. Rappelons, c'est lui qui a fait Jinro notamment. Enfin, c'est une des stars de production IG pendant des années. Tapez son nom et voilà, régalez-vous en voyant ces séquences. Il a fait la scène d'introduction qui est une vraie... la scène d'introduction les personnages dansent. Voilà, exactement. C'est quelqu'un qui est dans l'ultra-réalisme. Voilà, si on peut parler 30 secondes de lui, c'est quelqu'un qui est dans l'ultra-réalisme, qui est presque parfois en full animation, et c'est quelqu'un qui inspire encore plein de générations au studio. Je sais que dans plusieurs studios, il est étudié quand on a le temps. Donc voilà, vraiment. Et en réalité, je crois que le film, moi je ne trouve pas qu'il y ait forcément 10 niveaux d'écart en termes techniques. Bien sûr que c'est un petit peu plus beau, mais en réalité, il faut aussi prendre la mesure de réaliser un long métrage d'une licence comme Cowboy Bebop. Déjà, c'est assez spécial. Et puis, c'est d'aller vers le terrorisme. Quand on sait que plus tard, Watanabe va faire Terror and Resonance, par exemple, que dans Cowboy Bebop, il y a déjà dans la série des actes aussi terroristes. Là, on n'est pas dans l'exploitation de films à la Yamato ou à la Gundam. Donc, c'est aussi à mesurer. On n'est pas
on ne drague pas une fanbase incroyable qui souhaiterait se récapituler qu'est-ce qu'une série de 50 épisodes. Donc ça aussi, c'est à prendre en compte en tout cas. Puis aussi les attentats au gaz sarin dans les années 90 en plus. Quelques années avant. Ouais. Donc voilà, donc c'est aussi un film à revoir en période de Covid, c'est un peu particulier. Du coup... Et on n'a pas besoin de voir la série au final, Bien et sûr. c'est dans le ton de la série en réalité, Bien puisque sûr. on n'a pas besoin de voir 10 épisodes avant. Sur la logique Voilà. économique aussi, c'est que Watanabe, alors après, entre ce qu'il dit et ce qu'il fait, voilà, on pourra toujours interpréter, mais dans les interviews, il a dit dès le départ qu'il avait pensé Cowboy Bebop en termes purement cinématographiques. Et il envisageait le long métrage dès le départ, en fait. Donc c'est pas quelque chose qui a déboulé comme ça, quoi. C'est-à-dire qu'il a eu le temps de mûrir à la fois le rythme très particulier d'un épisode à l'échelle d'un long métrage qui dure assez longtemps, qui dure 2 heures. presque 2 heures, voilà. Donc c'est assez énorme. Donc voilà, donc le projet ne déboule pas comme ça. Il y a une cohérence par rapport au projet de l'animé aussi. Ah, et quand je lui ai demandé, parce qu'on en parlait un tout petit peu en off, c'était peut-être une réponse un peu convenue, mais lui, il m'a dit apprécier le carcan du format télé d'une certaine manière, parce que ça oblige à penser efficace, parfois, c'était une manière pour lui d'être malin en réalité. Et c'est pas quelqu'un qui m'a semblé être très attiré pour faire sachant que quand on lance des longs métrages comme ça, que vous soyez Mamoru Soda, Makoto Shinkai ou d'autres, il faut avoir une pléthore de gros producteurs à ses côtés et un bon distributeur. Aujourd'hui, si vous voulez faire un film violent, long métrage au cinéma d'animation au Japon, c'est impossible. Il n'y a qu'à voir les films qui sortent. Enfin, j'invente rien. Hein. Donc il faut faire de la romance, douce amère. Sinon... C'est ce que disait Masao Maruyama à Japan Expo lors des panels animés 100. Il disait il y a plus de chances que Monsieur Macron finance ce genre de film que le gouvernement japonais. Il avait sorti ça dans mes souvenirs. Je déforme peut-être un petit peu, mais il me semble qu'il avait dit quelque chose comme ça. J'avais posé la question à Thomas Romain justement pour préparer cette émission. Il m'avait dit aussi que Watanabe, c'est quelqu'un qui aime expérimenter, ce qui est très mauvais pour fidéliser un public au cinéma. En tout cas, voilà, le public ne sait jamais ce qu'il va trouver dans une série de Watanabe, ce qui est peut-être sa force, mais aussi ce qu'on disait avant le disque, peut-être une forme de faiblesse. Stanislas, je te vois opiner. Pour avoir vécu au Japon, c'est vrai que on est beaucoup dans la répétition, hein, et les grands classiques marchent toujours. Et c'est vrai que quand une œuvre originale débarque, c'est quand même pas rare qu'elle mette un petit peu de temps à s'installer. Donc voilà, non, je suis complètement d'accord avec ce point de vue. Ouais. Donc s'il n'a pas persévéré dans le long métrage, pour vous, ce serait plus un choix assumé qu'une véritable contrariété ou Je peux pas parler à sa place, mais je crois en tout cas que ce serait plutôt ça. Après, peut-être qu'il a une idée incroyable, un rêve au fond de lui, mais il faut être sur un long métrage en termes de distribution, il faut voir à qui tu t'adresses. Nous, c'est vrai qu'on a, Stanislas aussi, on a pas mal d'infos parfois sur des productions en cours ou quoi, et on se dit jamais ce film il va être mené à terme parce que c'est le contenu, tout le monde va dire non, les distributeurs ils vont se retirer. Je prends un exemple comme ça qui me vient tout bêtement en tête, la série Le Chevalier d'Éon, ils ont perdu 50 à 60% des investisseurs quand ils ont su que dedans il y allait avoir de la religion, parce qu'on parle aussi de religion dans Le Chevalier d'Éon, qu'il fallait se déplacer à Paris, que machin, donc il faut prendre en compte tout ça, alors que sur le format TV, surtout si vous êtes chez WoWo ou Notamina, selon la case horaire, vous êtes diffusé un petit peu plus tard, mais ça peut passer, il y a une version retouchée qui sort en Blu-ray. Là, le film, si tu te rates, il y a un studio qui coule, Mais non, c'est un peu... Il y a des enjeux. Il y a des enjeux, voilà. Il y a des gros enjeux. Ça n'a pas empêché quand même Shinichiro Watanabe, de prendre part au grand projet Animatrix, Paul. Qui témoigne... tu lances là-dessus. Pardon, oui, non, voilà, c'est... Okay. C'est feuilletonnant. Mais c'est là, il faut peut-être qu'on avance un petit peu. Mais je vais reformuler ma question, c'est qu'il y avait peut-être un écosystème qui était un peu favorable à Hollywood pour accueillir la Japanimation. On l'a vu notamment avec la scène animée de Kill Bill, par exemple, ou même le clip de Linkin Park, Breaking the Habits, qui a marqué pas mal de gens. Mais voilà, le projet Animatrix, c'est peut-être celui qui synthétise le mieux ça. Oui, alors, il se passe un truc assez cool à Hollywood à cette époque-là, c'est que les geeks prennent le pouvoir. C'est-à-dire qu'il y a des réalisateurs comme Quentin Tarantino dans les années 90, Guillermo del Toro et les sœurs Wachowski qui... Donc là, ça paraît dingue aujourd'hui, vu comment Hollywood se comporte, mais qui avait une certaine liberté à faire ce qu'il ou elle voulait. Et donc, le projet Animatrix s'inscrit complètement dans ce contexte-là. Donc, je décris la chose. Donc, c'est une série de 9 courts-métrages, donc avec plusieurs réalisateurs différents, sortis en 2003, et qui est censé en fait combler les manques,
on peut regarder la trilogie Matrix indépendamment d'Animatrix, mais qui permet d'éclairer un certain nombre de choses sur la trilogie réalisée par les Wachowski. Donc ça réunit quand même un menu maxi best-of de l'animation japonaise, c'est-à-dire qu'il y a vraiment énormément de noms prestigieux. Donc je les cite, Mahiro Maeda, donc, qui a été un animateur clé sur Nausicaa, mecha designer, il a designé les armes sur Samurai Champloo, Yoshiaki Kawajiri, donc, qui est le réalisateur de ce film génial qui est Wicked City, et qui je pense a pas mal inspiré les Wachowski pour Matrix, Koji Morimoto, donc, qui a été collaborateur de Miyazaki et d'Otomo, Takeshi Koike, on en a parlé tout à l'heure, et enfin Watanabe qui, dès le départ, quand les Wachowski l'ont appelé, car c'est les Wachowski qui l'ont contacté, il était ravi car il adorait Matrix, et on voit, quand on repense à Cowboy Bebop et Matrix, les correspondances formelles sont assez évidentes. Et donc, tout comme Cowboy Bebop, chaque épisode se divisait en sessions. Là, oui, chaque court-métrage est divisé en visions. Donc, c'est vraiment la vision d'auteur qui est mise en avant. Il en a réalisé 2. Donc, un qui s'appelle Kid Story, donc qui revient sur l'origine du personnage de Michael Karl Popper, voilà, qu'on voit dans Matrix Reloaded et Revolutions. Et enfin, Detective Story, donc là, qui s'inscrit vraiment dans le genre du film noir hard-boiled, ouais, en noir et blanc, voilà, splendide. Les deux sont splendides, on reviendra peut-être sur le style de chacun d'entre eux, qui est une histoire originale, Detective Story. Kid Story, c'est une histoire des Wachowski, mais qui a été en partie réécrite par Watanabe. Voilà. Très bien, très bien. Autour de la table, du coup, est-ce qu'on peut se dire que c'était un rendez-vous manqué, ou est-ce que justement c'était plutôt une parenthèse, un petit bonbon avant de manqué. Ah non, je me suis pas... Pourquoi un rendez-vous manqué? Un grand rendez-vous manqué avec Hollywood, je voulais dire. Ah, d'accord. Hollywood. Bah, en tout cas, ce qu'on peut voir, c'est que ces cours sont superbes, ils sont sublimes, ils servent à quelque chose, ils racontent quelque chose. Ça, déjà, c'est très fort. Si vous n'avez pas vu Kid Story, c'est un essai Rauf, vraiment avec un style hachuré, un style un petit peu imparfait. Ça a été un peu un calvaire en termes de prod. Je suis désolé, je cite encore un animateur, mais c'est Hashimoto qui a animé l'essentiel du projet. Il y a aussi Shinya Ohira, que tu connais, je sais, Karel, qui est un des animateurs les plus incroyables. Et c'est tout en agressivité, en mouvement comme ça. C'est vraiment oufissime. C'est un essai de style qui est réussi. Et c'est Watanabe, il est très très fort pour ça. Quand il participe à quelque chose, il le fait pas à moitié. C'est pas un truc qui est un peu terne, qui est un peu raté, que bon, il est là dans le non. Non, il le fait jusqu'au bout. Et l'autre cours dont j'ai oublié le nom, qui est en noir et blanc, qui parle du personnage féminin dont j'ai oublié le nom. Trinity, merci. Ben pour le coup, voilà, là ça se rattache en plus avec une notion d'auteur. Non, franchement, c'est génial. Juste pour Kid Story, donc c'est une claque visuelle, mais c'est très cohérent par rapport à la trilogie Matrix, parce qu'on se souvient tous, dans le premier volet, il y avait l'utilisation du fish eye, c'est-à-dire cet angle à 180 degrés. Là, Watanabe, l'idée géniale, c'est qu'il reprend le fish eye en animation, mais la distorsion des corps fait que, en permanence, au fur et à mesure que le personnage principal se rend compte qu'il est dans la matrice, eh bien, le fish eye influe sur ses mouvements et sur sa malléabilité du corps. Je ne sais pas comment le dire, mais voilà. Donc oui, une fois encore, c'est une spécificité du médium animé dont Watanabe se fait le porte-étendard à l'échelle du projet Matrix. On fait en anime ce qu'on ne peut pas faire en film, en Tout fait, à fait, et pour le coup, Watanabe réussit. Watanabe tente un autre rapprochement, ma foi, fort audacieux. Toujours, alors cette fois-ci, on revient au paysage des séries télé, mais cette fois-ci dans un Japon historique à l'ère Edo, puisqu'on va parler de Samurai Champloo. Cette fois-ci, le grand mot, le mot pot-au-feu est lâché. Paul, parce que Champloo, c'est un terme d'Okinawa qui signifie justement une sorte de mélange de plein d'ingrédients pour se faire son petit gloubi-boulga de légumes dans une soupe, ou voilà. C'est une sorte de méchoui, quoi. On pourrait dire nabe en japonais aussi. Tout à fait, tout à fait. Donc du coup, là, on passe de l'improvisation propre au jazz à une logique de sample, qui est celle du hip-hop et de la boîte à rythme, avec justement des artistes assez reconnus, Fat John, Nujabes, selon ce qu'on a envie de prononcer, RIP, avec cette fois-ci un autre trio de tête, Jin, Mugen et Fu, qui vont voyager à travers le Japon de l'ère Edo pour retrouver le samouraï qui sent le tournesol. On est sur une série qui joue aussi sur les anachronismes, mais d'une manière un peu différente, Jérémy. Oui, parce que déjà le fait qu'on entende du hip-hop à l'ère Edo, ça
ça choque, mais pas que en fait, que ce soit dans l'esthétique, dans les scénarios qu'on peut suivre. On va voir des taggers dans une grande maison pour apprendre l'art du sabre. Oui, sabre. Un dojo qui devient une sorte de gang de taggers, tout à fait. Mais en fait, c'est ça. En fait, on a vraiment ce Japon des années 90-2000 qui prend le pas sur l'air et d'eau et qui donne ce mélange totalement anachronique et très excitant visuellement. Stanislas ? On ne pourrait pas se dire, en exagérant un peu, que Watanabe a fait son mélange de tradition et de modernisme. Tu crois pas si bien dire. J'avais regardé un petit peu. C'est une série assez amusante parce que c'est une série qui fait pas mal d'unanimité, mais qui en même temps a quand même de quoi décontenancer si on a adoré Cowboy Bebop, parce que c'est littéralement à l'opposé. Le sample propre au hip-hop, c'est quand même une musique qui tourne en boucle et qui est beaucoup plus cadrée que justement. L'improvisation se fait plus sur les lyrics, finalement, les paroles. Et là, on est plutôt sur du hip-hop instrumental. Et on peut se poser la question, est-ce que finalement on n'est pas sur une forme d'équilibre entre une espèce d'élégie tranquille à la Ghost Dog et justement peut-être une charge un peu plus politique sur le portrait de l'Air Edo qui est quand même loin d'être flatteur, Paul. Oui, voilà. Alors, la série se passe à la fin de l'Air Edo. Peut-être rappeler très brièvement ce qu'est l'Air Edo. Donc, c'est entre le 17e et le 19e siècle, en gros. Et c'est une période d'unification du Japon, en fait, autour d'un shogunat. Je l'ai noté. C'est une sorte de dictateur. Voilà, donc les Tokugawa. Et en gros, se met en place une logique vraiment de stratification très stricte de la société en différentes d'équivalent de classe sociale, quoi. Donc avec les samouraïs, etc. Et la particularité des personnages de Samurai Champloo, c'est que ce sont des personnages qui ne s'inscrivent pas dans la logique de leur classe, entre guillemets. C'est-à-dire qu'il y a un samouraï qui a tué son maître, il y a un vagabond, voilà. Et donc du coup, une logique de société ultra stratifiée, ultra codifiée, face à un type comme Watanabe qui est très attaché à la liberté, du coup on voit ce que ça provoque, quoi. Donc c'est vraiment comment incarner... Oui, vas-y, Jérémy. Et c'est aussi, ce qui est intéressant, c'est aussi que c'est une période où le Japon est complètement a fermé ses frontières. Oui. Et c'est ça aussi qui est intéressant avec le hip-hop, parce que c'est plutôt une musique qui vient des États-Unis. Et à une époque où, en fait, tout le Japon est censé être fermé, où il n'y a aucune... et toute occidentalisation, que le christianisme ou ce genre de choses sont totalement... marginalisé, mis au banc de la société. La société, la série le montre bien, c'est que finalement, il n'y a que les Néerlandais qui soient à peu près acceptés, compte tenu du commerce historique avec l'extérieur. Mais... Et encore, ils doivent rester très très à l'écart. Ils doivent se masquer, par exemple. Voilà, c'est ça. Donc, c'est ça aussi, ce mélange de cultures. C'est peut-être pour ça aussi le hip-hop, et qui, pareil, est en confrontation avec ce qu'on voit à l'écran. Et Bruno, pardon. Non, je te voyais lever le sourcil. Non, mais de toute façon, oui, c'est vrai qu'il y a beaucoup de choses à dire sur Samurai Champloo. Il y a un rewind, je crois que c'est dans l'épisode 1 d'ailleurs, où on voit que nous sommes à l'ère contemporain et un espèce de scratch qui nous fait remonter le temps et on revient à l'époque de la série. Ce que je voulais dire sur Samurai Champloo, c'est que ça m'a évoqué, moi quand j'étais petit, j'écoutais beaucoup le Wu-Tang, et c'est un groupe américain qui était un peu dans le fantasme, donc rap, hip-hop, urban street assez fort, assez caractériel, avec le côté un peu Shaolin, arts martiaux, et quand vous écoutez les musiques, il y avait aussi des bruits de sabres qui s'entrechoquent, etc. Donc là, encore une fois, Watanabe, quelque part, n'invente rien, mais par contre, sur la forme, c'est la victoire de la technique. Watanabe, c'est ce que je dis souvent, de la réalisation, ça marche super bien. Je ne suis pas persuadé qu'on soit dans l'hyper-critique politique sur cette série, peut-être, mais encore une fois, c'est les personnages, le moteur. Watanabe m'a littéralement dit, quand j'écrivais Samurai Champloo, je laissais volontairement plusieurs épisodes sans avoir écrit la fin. Et en pleine prod, alors que c'est quand même c'est hyper risqué, parce que on parle de liberté, etc., mais au Japon, il faut que la pré-prod soit bien calée, que tout soit bien ficelé, etc., etc. Watanabe, il a pris cette liberté-là jusqu'au bout. Donc je pense que ça retranscrit bien dans la série, notamment l'idée que Fu ne puisse pas retrouver son père, par exemple.
Oui, et puis, Watanabe, c'est quelqu'un qui a une éthique très particulière, une éthique artistique. Or, dans la série, on voit que l'éthique, elle se situe pas du tout du côté des institutions dominantes. C'est-à-dire que c'est vraiment, les méchants sont tous ridicules, Ce sont des fonctionnaires, voilà, sont violents envers les femmes, etc. Et que donc, du coup, on voit bien que comment les codes d'honneur des samouraïs, etc., ont été digérés par les institutions dominantes. Et du coup, comment l'opposition des 3 personnages principaux avec ces institutions permet de retrouver un semblant de liberté et d'éthique. Disons que c'est ça, disons que la charge politique, pour moi, elle serait pas explicite, mais elle relèverait plus d'un héritage cinéphile que lui-même revendique. Typiquement, si on pense à la façon dont le Bushido est illustré dans le Harakiri de Kobayashi, par exemple, avec cette idée d'une armure vide, et justement comment est-ce que l'unification du Japon met au pas les samouraïs qui, du coup, où le code des samouraïs sert juste l'assise d'un pouvoir et pas du tout une philosophie ou un cheminement personnel, quoi. Okay. C'était plus sous cet angle-là. Parce qu'en réalité, il y a une quête qui est extrêmement personnelle dans Samurai Champloo, et il y a même parfois les personnages s'interrogent, mais pourquoi est-ce que Mugen et Jin disent, mais pourquoi est-ce qu'on te suit à toi? Ah, mais potentiellement qu'on peut peut-être grailler un petit bout là-bas. Bon, bah ok, bien on sûr. y va. Et c'est ça qui est génial. Vas-y. Même moteur que dans Cowboy Bebop, Spike a faim, Mugen a faim, voilà. De la même manière, il mange un champignon moisi qui les fait halluciner. Donc voilà, ce sont des choses qu'on C'est ça qui est drôle avec la narration de Samurai Champloo, c'est qu'on retrouve vraiment cette même narration que chez Cowboy Bebop, qui peut paraître encore plus décousue d'ailleurs. Vraiment, on a si encore on voit une certaine trame qui se construit sur Cowboy Bebop, sur Samurai Champloo, il faut vraiment se concentrer pour voir où sont toutes les ficelles. Elles sont là, et quand on le regarde, on les voit, et ça prend encore plus de profondeur. Mais là, vraiment, on a des épisodes totalement séparés des autres, qui n'ont, en termes d'ambiance, en termes qui n'ont rien à voir les uns avec les autres. Et c'est ça qui rend ce pot pourri, ce la malchance qu'il a sur... la malchance d'une certaine manière, c'est que sur Cowboy Bebop, il pouvait entre guillemets tricher, parce que tu pars sur Mars, ou tu vas ailleurs, ou tu as un coup dans l'espace. Là, quand même, ça se passe entre guillemets sur notre Terre. Donc c'est moins évident pour lui de nous dépayser, parce qu'on est quand même sur le même endroit, quoi. Mais il joue aussi peut-être avec le côté Japon carte postale vu de l'Occident aussi, peut-être avec ce côté un peu guide du tourisme comme ça, avec le cheminement. On va non on va aborder du coup deux autres œuvres avant de conclure cette seconde partie. 2 œuvres qui sont davantage feuilletonnantes déjà, mais qui surtout surgissent après un gap de 11 ans. Je précise à ceux qui nous regardent et qui nous écoutent qu'on se focalise sur Shinichiro Watanabe, le réalisateur. Ça ne veut pas dire qu'il n'a rien fait entre Samurai Champloo et Kids on the Slope. Il a fait pas mal de productions musicales, mais voilà, tout simplement... et il est intervenu ailleurs aussi. Il est intervenu, évidemment. Mais on fait un bond de 11 ans, du coup, et on arrive directement sur Kids on the Slope, Sakamichi no Apollon, qui est donc bien une adaptation. Donc c'est pas une création originale, et je vais me tourner vers toi, Jérémy. On suit un nouveau trio cette fois-ci, qui est plutôt celui de Kaoru, qui est un pianiste, Sentaro, qui est un batteur, et Ritsuko, qui est une lycéenne amatrice de musique. Et ce triangle amoureux va nous propulser dans le Japon des années 60. C'est ça, et c'est dans ce Japon des années 60, d'après-guerre, que on a ce trio de personnages qui va évoluer, qui va grandir au fil des épisodes, et qui, comme le jazz au final, qui est le thème de cette série, en fait c'est l'improvisation de la vie, de la même manière que l'improvisation du jazz, qui va faire que leur vie va être constamment chamboulée, qu'on va avoir un personnage qui a peut-être tout pour lui et qui finalement va tout perdre, et puis rebondir. C'est vraiment une série sur la vie, et sur à quel point elles peuvent être imprévisibles, tout comme une session de jazz peut aussi d'un coup partir très très loin. Très loin, ou s'arrêter aussi sec aussi, oui. Si le courant ne passe pas. Pour l'anecdote, ça peut peut-être justifier le choix, la sortie de route de Watanabe sur le chemin de l'adaptation. C'est que le destin de Kaoru, qui est donc un pianiste issu du monde de la musique classique et avec des parents qui sont très très stricts, découvre dans cette série justement la musique jazz via son ami Sentaro, qui est batteur, ce qui se télescope un peu avec le parcours de Yoko Kanno,
qui vient d'une formation classique avec des parents qui détestaient la japanimation, des choses comme ça. Et justement, c'est via un ou une amie, j'ai pas réussi à savoir si c'était un ou une amie. Elle a eu une révélation tardive sur les autres genres musicaux justement, et elle a vu toute cette galaxie musicale s'ouvrir à elle, et c'est à partir de là qu'elle est partie aux États-Unis pour découvrir l'essence de la musique américaine et qu'elle est revenue après sur Macross Plus et tout ça. Donc ça a peut-être joué là-dessus. Il faut aussi noter que Yoko Kanno revient pour la bande son aussi. Donc toujours ce dialogue entre la musique et la mise en scène. Bruno, Kids on the Slope, sortie de route ou une œuvre qui s'inscrit dans la continuité? J'ai tendance à dire que, je suis désolé si je répète souvent ça, mais que les artistes ne nous doivent rien. Bien sûr. Et je suis très heureux de voir quelqu'un comme Watanabe-san s'amuser avec Kids on Slope, parce que c'est d'abord un défi technique, en fait, Kids on Slope. C'est-à-dire que très souvent dans les séries, en tout cas il arrive que dans les productions avec de la musique, on cache de façon habile le personnage qui joue du piano, parce qu'animer les doigts c'est compliqué, le personnage qui se tient avec une guitare. Et dans Carol and Tuesday, il y a des scènes qui sont vraiment très intéressantes pour ça. Eh ben, déjà, dans Kids on Slope, il y a ce défi technique qui est relevé. Je crois que c'est Koji Yamamura, un célèbre producteur, qui lui avait proposé de faire ça. Et il a un petit peu dealé en disant « Ok, mais j'ai Terror in Resonance aussi dans un coin de ma tête ». Et je crois que c'était à ce moment-là que, tout à l'heure en off, on parlait un petit peu de ces histoires de négociation. Je crois qu'il y a aussi un petit peu de ça. Mais n'empêche, lorsqu'il intervient sur ça, c'est pas un travail qui est fait à l'arraché. Le manga est superbe, il est disponible en France d'ailleurs, il était disponible en France, je crois qu'il ne l'est plus. Mais si vous voyez l'animé, c'est pas une redite. Ça offre vraiment une... Bon, forcément, c'est en 3e dimension, et il y a une qualité sonore, mais c'est une très belle adaptation. C'est pas un simple travail de commande alimentaire, entre guillemets. Oui, mais comme tu le laissais entendre, il y a quand même un peu un côté one for you, one for me, qui peut nous permettre c'est le Japon, c'est l'industrie, ça se passe comme ça, hein. Je t'aide, tu m'aides, on s'aide, de la même manière que Hideaki Anno n'aurait jamais pu faire Evangelion sans un producteur, de la même manière que Miyazaki n'aurait pas pu faire sans un tel, voilà, ça marche comme ça. Il me semble que c'était la première production du studio Mappa, non? Mappa lancé, c'était ça, exactement. Hein. Donc c'était peut-être aussi un petit coup de main pour lancer Maruyama, pour l'aider à lancer une première prod sur son studio, et donc il avait besoin tout de suite d'avoir des gens excellents, et je pense qu'il a dû le contacter pour comme en plus c'est un sujet musical, c'était peut-être juste parfait pour lui en fait. Et on reste chez Mappa pour parler de Terror in Resonance, qui sort en 2014, 2 années après. Cette fois-ci je me tourne vers toi, Paul, du coup, parce qu'on est plus sur un récit terroriste SF. Paul le terroriste, hein, toujours. Voilà, donc décidément c'est le mood du jour. Non, plus sérieusement et de manière assez concise, Terror in Resonance, est-ce qu'on est sur un nouveau compromis avec l'ère du temps marqué par Death Note et The Dark Knight, ou est-ce qu'on est sur une œuvre très personnelle, justement? Tu vas vite là, hein. Oui, je vais très vite, mais je vais très vite. On est sur une fin de partie, je suis désolé, le retourne. Ouais. Alors déjà, juste mentionner le fait qu'il y a 5 ans entre le début de la production et la diffusion de Terror in Resonance. Donc en termes de temporalité, ce qu'il a pensé, etc. Bon, là, en termes d'intention autoriale, je me positionne pas là-dessus. C'est pour ça que je me permettais The Dark Knight, puisqu'on était plus vers 2009. Ouais. Après, si tu me portes vers les questions stylistiques, moi je trouve que c'est vraiment hérité de la série TV américaine du début des années 2000, type 24 heures chrono. Voilà, ouais. je trouve que c'est vraiment... Bah voilà. De toute façon, il le cite. Donc, le pitch rapidement, c'est 9-12 qui sont 2 jeunes terroristes lycéens qui vont croiser la route de Lisa, qui est une jeune fille qui a une vie, on va dire, vraiment triste, très très triste, et elle va peut-être un peu se radicaliser à leur côté. Voilà, c'est ça. Et tout l'intérêt entre guillemets de la série, c'est qu'on se situe du point de vue des jeunes terroristes. Donc il y a un rapport à l'altérité qui est assez particulier. Moi, j'avais jamais vu ça avant, en fait, d'accompagner le point de vue de ces personnages-là. Alors très rapidement, comment moi je l'inscrirais dans l'œuvre globale de Watanabe, en fait, c'est dans son rapport à l'autorité, en fait. C'est-à-dire que ces 2 gamins-là sont des terroristes, mais sont aussi des victimes d'expériences secrètes, et ils ont été littéralement effacés par l'État. Et donc du coup, comment tu peux manifester ton existence auprès d'un État qui essaie d'éradiquer ton existence? Et donc tu vois, dans Samurai Champloo, tu avais pareil des 3 personnages qui essayaient de trouver leur place dans un système qui ne les correspondait pas. Dans Cowboy Bebop, l'univers c'est YOLO, quoi. Donc tu vois, il y a toujours cette correspondance-là. Alors après, dans mon appréciation personnelle, je trouve que c'est splendide visuellement, notamment le character design est
incroyable, c'est-à-dire que les personnages sont très expressifs. Je crois que c'est Nine le plus petit qui a des yeux énormes, qui a une tête de poupon et qui donc du coup par rapport à son activité il y a un contraste vraiment saisissant, assez glaçant. Du reste je trouve que thématiquement il met un peu de temps en fait à aboutir à ce qu'il a envie de dire, voilà, alors qu'on est quand même sur un format 11 épisodes et qu'il y a un certain nombre de répétitions, tu vois, le temps de 3 ou 4 épisodes, voilà. C'est peut-être aussi une série où il explicite davantage sa démarche analogique avec l'enquête sur les figures mythologiques et le rapport à la musique et tout ça. C'est peut-être aussi une façon de, comment dire, se livrer peut-être sur sa manière de créer aussi via le personnage du détective qui justement fait l'effort d'aller sur place pour comprendre comment est-ce qu'on respire l'air, comment est-ce qu'on ressent les choses. Ouais. Ils étaient là en Islande d'ailleurs, je crois, pour le. Tout à fait, même pour la production musicale, vu que ça lui a été inspiré par l'écoute de Sigur Rós, ce qui explique beaucoup de choses sur le mood. Stanislas. Et sur le titre qui est tagué aussi au début dans la série. Von, tout à fait, Von, qui est le premier album de Sigur Rós, tout à fait. Moi, j'ai pas grand-chose à dire parce que malheureusement, j'ai raté la série. En fait. Aïe. Donc voilà, mais je compte bien la regarder parce que c'est vrai que c'est hyper intriguant ce point de vue des héros en fait qui sont pas du tout corrects en fait au niveau de leur image. Donc j'ai envie de voir ça. Ouais. C'est forcément risqué de proposer ça. Après, personnellement, je trouve que ça ne va pas jusqu'au bout, paradoxalement, c'est vrai. Et quand on a un petit peu l'habitude de son cinéma, c'est vrai que manque un petit peu de spectaculaire, ça manque un peu de grandiose. Voilà. Même en termes de mise en scène, c'est que tu parlais d'association d'idées, etc. Dans la mise en scène, ça ne se ressent pas tellement. C'est-à-dire qu'il s'en tient à l'influence, je trouve, 24 heures chrono, et que c'est par-delà le character design, il y a une certaine forme de redondance. Voilà. Donc très bien. L'ending est sublime. L'ending, c'est certainement l'ending que je préfère. Voilà. Ah oui, l'ending est superbe, effectivement. J'ai pas le nom de la personne qui l'a dessiné, mais elle a peut-être bossé sur Fujiko Mine, peut-être. Bon, voilà, c'est très très joli. De toute façon, on l'a dans la boucle qui passe pour les gens qui nous regardent. Merci pour cette seconde partie où on a été un peu plus ramassé sur la fin, il faut le dire, mais en même temps, Terror in Resonance et Kids on the Slope invitaient peut-être à une forme de diptyque. Et Bruno, tu nous l'as bien légitimé en tout cas. On va se retrouver pour un autre diptyque, cette fois après le second disque. On va s'écouter Battle Cry de Samurai Champloo, après quoi nous allons parler de Space Dandy et Carol and Tuesday. A tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de bruit de pixels, toujours dans notre émission consacrée à Shinichiro Watanabe, en compagnie de Stanislas Brunet et Bruno Delacruz. Nous avons parlé dans la partie précédente de l'incursion au cinéma du monsieur et de son retour dans les vertes contrées de la série télévisée. On va y rester, justement, cette fois-ci, mais on va peut-être quitter un peu le Japon, puisque Shinichiro Watanabe va s'associer, va s'acoquiner, va faire des petites infidélités avec des producteurs étrangers, en les personnes d'Adult Swim et de Netflix. On va donc commencer, évidemment, par écouter Adult Swim. Chronologiquement parlant, on va parler de Space Dandy. Space Dandy, nouveau trio, une fois encore, d'Outcast. Cette fois-ci, on va parler de Dandy, donc, qui est un chasseur de monstres dans l'espace. Un dandy de l'espace. Un dandy de l'espace, tout simplement. Le Travis Touchdown de l'espace. Miaou, du coup, qui est un homme-chat, on va dire ça comme ça. Une sorte de loutre bizarre. Et Cutie, qui est donc qui n'est pas Quentin Tarantino, mais qui est un petit robot tout mignon, jaune, et designé par Thomas Romain, d'ailleurs, si je dis pas de bêtises. Cutie, je suis pas sûr. Voilà. Bon, de toute façon, Thomas Romain a eu un rôle très important sur cette série, on va y venir juste après. Mais... donc là, on est sur peut-être un retour à ce qui faisait la singularité de Cowboy Bebop, mais dans sa forme la plus aboutie, la plus ultime, Paul. Oui, alors avec une spontanéité encore plus radicale, quoi. Ouais. C'est-à-dire que moi, quand j'ai découvert la série, ça m'a fait penser au magazine Métal Hurlant où tu avais des histoires de 2-3 pages avec une chute. Et donc là, j'ai l'impression, par exemple, il y a un épisode, je crois, dont le titre c'est Comment un aspirateur tombe amoureux d'une machine à café, tu vois. Okay. Et tu vois, et tu sens qu'ils ont vraiment pensé l'épisode comme un titre et comment je vais créer une histoire où on est investi émotionnellement, où on a de l'empathie pour un aspirateur, où on peut comprendre comment on peut tomber amoureux d'une machine à café. Et donc ils poussent le délire très très loin, mais c'est jamais du délire pour le délire.
C'est-à-dire qu'il garde vraiment à chaque fois, je me répète, mais le cœur émotionnel de l'animé et de son projet animé. Parce qu'il y a un cœur qui bat dans toute machine à café, comme vous le savez. Team cafetière à piston, perso. Donc, je me tourne vers toi, Jérémy, toi Space Dandy. C'est mon œuvre préférée de Watanabe. Très bien. Pour moi, Space Dandy, c'est l'animé le plus Watanabe de Watanabe. C'est l'aboutissement jusqu'au boutiste de sa vision créatrice et de toute sa démarche créative. Vraiment, là, on est vraiment jusqu'au bout. Ça veut dire qu'on a des épisodes totalement indépendants, avec des styles totalement indépendants. On n'a aucune continuité. Chaque épisode, les personnages peuvent mourir à la fin et revenir comme si de rien n'était dans l'épisode suivant. On a des équipes différentes qui ont une liberté toute relative, mais je pense qu'on va en parler, qui est vraiment où ils ont vraiment tout le luxe de pouvoir faire ce qu'ils veulent en termes de style, en termes de narration. C'est une expérience à part entière qui est exceptionnelle. Et avis que tu partages, Stanislas, je vois les étoiles déborder de tes yeux. Attention, elles vont tomber. L'étoile cosmique de Space Dandy, justement. Non, j'adore. C'est une de mes séries préférées aussi. Et ça me fait du bien de la voir à l'époque où elle est sortie. Parce que franchement, qu'est-ce qu'on se faisait chier à la télé au Japon à ce moment-là, quoi. Excusez-moi, j'étais grossier. Attention, Terror in Resonance passait la même année. C'est 2014 les deux. Ouais, mais du coup, j'ai dû regarder Space Dandy et pas Terror in Resonance. Mais peut-être ça passait pas au même moment. Alors, donc, moi, j'adore vraiment Space Dandy. Et c'est aussi ce côté mash-up, en fait, avec plein d'artistes différents et de styles différents. Encore une fois, Watanabe sait s'entourer, quoi. Et avec des jeunes talents, il va pas vers que les vieux expérimentés qui ont fait leurs preuves. Il tente des choses et il prend des risques et tout le programme est risqué, en fait. Et moi, j'adore, quoi. C'est hyper créatif. Et justement, là pour le coup, c'est pour ça que je remerciais Thomas Romain au début de l'émission, parce qu'il a pu quand même nous confier quelques petits secrets de production. Et ce qu'il a marqué, donc là je vais le citer, ce qui m'a marqué sur Space Dandy, c'est que Shinichiro Watanabe a préparé une mixtape, un dossier rempli d'une sélection de MP3 qu'il a distribué à tout le staff pour transmettre ses intentions uniquement sous forme sonore, et ce qui permettait du coup à chaque artiste, à chaque équipe de comprendre l'atmosphère globale de Space Dandy. On devine qu'il y a eu d'autres directives évidemment, mais c'est assez amusant de voir que finalement la feuille de route, c'est plutôt qu'un agenda, c'est plus une somme d'atmosphère et de connotations, Bruno. Alors ce procédé de la musique, il a aussi utilisé sur Bebop. Et pour rester dans ce que disait Stanislas, il est quand même accompagné de Shingo Natsume à la réalisation. Et quand on vient de voir ce que fait Shingo Natsume avec Sonny Boy, ça vous donne encore un autre écho à Space Dandy. Parce que Space Dandy, c'est quoi ? Déjà, c'est une comédie qui commence d'une façon totalement farfelue où tous les personnages meurent à la fin du premier épisode. Et on termine sur du mysticisme, du philosophique extrêmement puissant, où on se dit, mais tout ce que j'ai cru voir comme étant incohérent, en fait non, ça a un sens presque existentiel. Donc ça, c'est sa très très grande force. Et pour ce qui est des essais stylistiques, c'était Thomas Romain qui me disait qu'effectivement au Japon on n'appréciait pas trop, en tout cas le public n'était pas spécialement fan de tous ces essais très différents des uns des autres. Vous avez un épisode de pêche notamment où tout le style est radicalement différent. Il y a un épisode avec des légumes aussi. Un épisode, oui, qui est très bizarre aussi. très bizarre. Avec des légumes. C'est vraiment pour moi c'est une machine à idées, à essais graphiques. Ça joue sur les codes de l'animation. Je me souviens de l'épisode qui joue sur la 2D, la 3D, la 4D et la 1D qui dépasse vraiment. Il joue avec les styles, les différentes façons de narrer. C'est une bouillie d'originalité qui brille de mille feux dans l'espace. Ça en devient limite, parfois même, parce qu'il c'est pas seulement pousser les potards à fond, il explose la machine, quoi. Ça en devient limite épuisant, tellement il y a d'informations, d'idées visuelles, d'idées mythologiques aussi, que ce soit apparemment Dandy arrive sur une planète où il n'y a que sa tête qui dépasse parce qu'il a une machine qui lui permet d'aller d'une dimension à une autre, et il tombe sur un alien en forme de poisson qui lui dit des messages codés. On se croirait un peu dans un film de David Lynch. et parfois
cette série-là, elle juxtapose le vulgaire, parce que donc, Dandy est un personnage quand même assez vulgaire, il aime les femmes au gros sein, par exemple. Ça dépend des épisodes. Oui, et avec des questions métaphysiques poussées, quoi, où il faut vraiment s'accrocher. Et tu parlais des derniers épisodes, où littéralement, c'est un personnage qui s'interroge sur sa propre condition de personnage. Comment, par quoi suis-je déterminé par un créateur? Et le geste final, c'est pas un spoil de dire ça, mais ce qui est très joli, c'est un geste poétique, c'est que le créateur rend sa liberté au personnage en disant nous ne créerons plus rien après cet épisode-là. C'est pas un guignol Watanabe en fait en termes de comédie. C'est parfois un peu burlesque, c'est un peu fou comme ça, mais on n'est jamais dans le guignol bas de gamme. Je dirais, ça devient pas Deadpool, quoi. Tu vois ce que je veux te dire? Ça devient pas Deadpool qui masturbe une licorne pour. Tu vois, il y a malgré tout toujours un petit peu de classe ou des idées surprenantes, mais c'est pas ridicule. Comme le métal hurlant des années 70, quoi. C'est-à-dire il y avait vraiment grotesque par moment, grotesque, voilà. À la limite un peu à la Jodorowsky, c'est-à-dire une espèce à la frontière de la vulgarité. Mais toujours visuellement, c'est pour ça que je parle de victoire de visuel avec Watanabe, toujours un peu classe, toujours ce truc quand même bien fait, bien foutu. Même le personnage qui est un peu, par exemple ce personnage du chat, Chaloutre là, un petit peu spécial. La façon qu'il a de se comporter, de bouger, c'est ça aussi qui est fort avec Watanabe, il est bon. Moi, je suis assez d'accord avec le rapprochement avec Jodorowsky en fait. Et typiquement, le projet Dune de Jodorowsky, qui a quand même fait parler de lui encore récemment, voilà, Space Dandy, ça aurait pu... c'est ça, quoi. En fait, c'est la folie... sans limite de ce qu'on a pu voir dans ces années-là, dans les années de Jodorowsky quand il développait Dune, quoi. On attend que Watanabe fasse un court-métrage Dune maintenant que Villeneuve a fait Dune. Le Dune de Watanabe. Voilà, on attend. C'est de la science-fiction urbaine et baroque, en fait, où il y a plein de gens différents, il y a de la couleur. Futurama, ça s'inscrit un peu dans cette tradition-là complètement, aussi, tu vois. Et donc, voir ça aujourd'hui, ça rince vraiment les yeux de l'ordinaire. Et puis c'est bourré d'inspirations diverses, de réalisateurs, de réalisatrices, d'univers foisonnants. Il y a l'épisode où tout le monde se transforme en zombie et qui fait écho à l'épisode sur Cowboy Bebop où le samouraï champloo avec les zombies. Et dans Cowboy Bebop, c'est The Thing avec le homard pas frais dans le frigo. Dans le frigo, mais c'est plus du alien. Mais du coup, s'ils se transforment en zombies, c'est parce qu'ils ont mangé un truc qui est... non, c'est que tu confonds. T'as un épisode où il mange des champignons dans Cowboy Bebop. Et après, même qu'il nage comme ça aux toilettes. Voilà, il nage aux toilettes. C'est vrai, je confonds, c'est pas très grave. Mais du coup, sur l'épisode des zombies, du coup, on t'en parlait. Il y a vraiment, à partir du moment où tout le monde se transforme en zombie, là, on est à fond dans du Romero. On a l'impression que l'épisode va se terminer. C'est bon, la fin de l'épisode. C'est pas le titre d'ailleurs. C'est pas le titre de l'épisode. C'est possible. J'ai pas revu la série malheureusement récemment. Ou c'est dédié à. Il dédié à la fin de l'épisode. Il lui dédie l'épisode. C'est ça. Je crois. Et au final, en fait, quand on pense que l'épisode est terminé, en fait, ça continue sur toute la vie de l'univers qui se transforme en zombie et que cette vie continue en fait. Mais c'est presque un omnibus. C'est presque un omnibus. Cette ironie géniale où la conclusion, c'est quand on est un zombie, on ne pourrit pas, on fermente. Ce qui est quand même. Voilà, c'est pas gratuit, quoi. C'est-à-dire que c'est un personnage qui se définit par une impermanence, c'est-à-dire qu'il peut mourir à chaque épisode et revenir. Et là, littéralement, c'est un zombie, et donc il y a un rapport à l'éternité. Comment, vu que dans son quotidien, il peut pas faire grand-chose, il est tout lent, c'est un zombie, quoi. Et donc, comment je donne du sens à ma vie, et il trouve du sens à sa vie en disant je ne pourris pas, je fermente, quoi. Je trouve ça génial. Voilà. L'œuvre de Watanabe va continuer de fermenter, si je puis me permettre l'expression. Mais disons qu'il y a quand même cette idée qu'on est quand même sur une forme d'aboutissement, en tout cas de boss final, d'une certaine idée de sa démarche avec Space Dandy, et qui va peut-être aussi nous amener à une œuvre à la limite de l'antithèse de ça, Caroline Tuesday, qui est peut-être beaucoup plus feuilletonnante, déjà ouvertement feuilletonnante. On quitte la matrice du trio pour s'orienter cette fois-ci sur un duo de deux chanteuses, Caroline Tuesday, qui vont tout simplement gravir les échelons de l'industrie musicale à la force de leur seule spontanéité, dans une époque où justement l'industrie musicale est gangrénée par des logiques d'algorithmes, de poursuite de demandes, et tout est généré par ordinateur, et finalement on essaye de jouer un petit peu la seule marge d'interprétation des artistes, c'est justement le concept ou l'intention, mais pas forcément l'exécution. Stanislas. Oui, tout à fait. Moi, j'ai travaillé dessus, donc j'ai été introduit sur le projet par Thomas Romain, et on a bossé ensemble dessus
Et donc effectivement, oui, le projet n'a rien à voir avec Space Dandy. Donc ça se situe dans un univers qui est, on est encore sur le cratère d'Alba, dans le cratère d'Alba. Donc c'est un petit peu le Cowboy Bebop universe, on va dire. Ils utilisent la même monnaie. C'est ça, ouais. En fait, c'est le même univers, tout simplement. Après, on a, selon les directives, il fallait qu'on ait quelque chose qui soit quand même plutôt contemporain dans l'aspect visuel et dans l'univers, et que la touche de science-fiction soit moins marquée. Alors, dans le cas extrême de Space Dandy, évidemment, là, c'était vraiment too much, mais que ce soit moins peut-être marqué encore que dans Cowboy Bebop, avec peut-être quelques éléments saupoudrés comme ça. Et oui, et donc on suit ces deux jeunes filles qui montent un groupe et qui progressent, qui ont finalement une progression comme pourrait l'avoir des chanteuses qui partent de la rue pour ensuite être produites et ensuite avoir du succès et vendre des disques et rentrer dans l'industrie musicale. Et donc c'est un peu ça que Watanabe nous fait découvrir en y ajoutant donc la touche un peu science-fiction, un peu SF de la musique qui est aussi générée par des IA et où on fabrique des artistes et donc voilà, mettre les deux en opposition, quoi. Mais Stanislas s'est occupé notamment du design, je trouve qu'il est magnifique, du skate de Carole. De Carole, oui. Qui est super parce que ça en dit long sur les intentions de Watanabe. C'est quelque chose de futuriste, mais pas trop. On n'est pas dans l'exubérance totale. Et, enfin, voilà, je ne sais pas si vous pouvez le trouver sur Internet, mais le design est vraiment génial. Justement, d'après toi, à quoi tient justement cette vraisemblance propre aux univers SF de Watanabe? Est-ce qu'il t'a donné des directives ou est-ce que... Alors en fait, on en a discuté et lui, ce qu'il voulait, c'était de trouver le bon équilibre justement pour avoir quelque chose qui s'inscrive dans un univers qui soit quand même très proche de ce qu'on connaît actuellement et juste comme donner quelques éléments comme ça qui pourraient être intéressants à exploiter. Alors, on a des drones, on a des choses... En fait, c'est des choses qui existent maintenant, qui sont en phase de développement et qui vont probablement encore exploser d'ici quelques années. Mais on n'a pas cherché à aller trop dans l'anticipation. Alors, hormis quelques principes urbains... notamment, en fait, Alba City est constituée d'un grand cratère. Au milieu, il y a un lac, et au milieu de ce lac, il y a une île qui est plutôt habitée et utilisée par les gens qui ont le pouvoir et l'argent à l'intérieur de la ville. Donc, il y a vraiment une lutte des classes en fait à l'intérieur du projet qui devait être marqué dès la conception et moi j'avais ça en tête quand je faisais les designs. Notamment par exemple j'ai imaginé des systèmes de circulation urbaine où par exemple il y avait 2 niveaux de route notamment sur cette île qui est au centre et qui est un petit peu le côté fastueux de la ville et donc le niveau souterrain était réservé aux taxis et aux gens qui venaient de l'extérieur, et le niveau aérien était réservé aux habitants de l'île, en fait, de cette île un peu riche. Et donc, on n'y avait que des voitures de sport ou des belles voitures, quoi. Et donc, il fallait imaginer tout un univers avec ça. Et moi, j'ai beaucoup travaillé sur les véhicules. Donc, on voit beaucoup les taxis dans le dessin animé, et tous les décors, beaucoup de décors. Aussi, avec Thomas Romain, on a travaillé ensemble là-dessus. Pour déjà, quel beau décor et quel beau... C'est toi aussi qui as réalisé l'opening, si je dis pas de bêtises. Non, c'est un artiste qui travaille, je crois, chez Pixar, il me semble, aux États-Unis. Mais l'opening, c'est Bailly qui l'a animé. Et il a fait appel à... Et je crois que les décors ont été peints... Ah, pour les décors, d'accord. Ont été peints par quelqu'un qui travaille aux États-unis. J'ai plus le nom en tête, désolé. C'est pareil, j'ai oublié. C'est dommage parce que c'est vraiment magnifique. Et il est superbe. J'ai pas noté le nom, j'aurais dû. Mais en tout cas, moi j'aime beaucoup cet opening. Je trouve que l'anime est superbe. Le travail de Bailly est impressionnant encore. Et c'est ça, la gaffe me vient de Super Crooks. Pour ça, c'est des couleurs et tout, voilà, dont tu as réalisé le générique. Alors, voilà. Super Crooks, j'ai pas réalisé le générique. J'ai travaillé aussi sur du design décor. D'accord. En fait, c'est Motonobu Ori, le réalisateur, qui a travaillé avec... C'est ça. On en parlera peut-être davantage dans la nouvelle garde qui arrive derrière, effectivement. Donc, je m'enfonce MDR. mais non, c'est pas grave. Je triple-checkerai mes sources la prochaine fois. Mais du coup, est-ce que cette question de que faire après Space Dandy habitait la production de la série ?
justement? Alors, pas du tout, parce que nous, en fait, on reçoit moi, en tant que designer, je reçois la commande de Watanabe, et je sais qu'il c'est un réalisateur éclectique, il tente des choses, et c'est ce qui me plaît, en fait, dans ce réalisateur. Donc, j'avais aucun a priori sur ce qui allait tomber, et puis, il nous a vendu ça comme étant donc une nouvelle série dans l'univers de Cowboy Bebop, pour simplifier un peu les choses, et qu'on allait suivre ces deux jeunes filles qui allaient progresser dans le milieu musical. Et il nous a fait écouter assez rapidement le morceau titre, en fait, le morceau clé un petit peu de la série, le premier morceau qu'elle compose. C'est le premier morceau qu'on a eu. Et on a vu aussi des enregistrements, parce qu'ils ont fait un travail de casting, en fait, pour les deux chanteuses. International, oui, c'était quelque chose qui a été fait très en amont. Et donc très très tôt, on l'a eu. On a eu on a pu avoir les vidéos de leur enregistrement. Donc ça donnait déjà une sensation, animation en rotoscopie ou uniquement servant de référence pour. Je pense pas qu'ils aient rotoscopé. Je pense qu'ils ont, comme souvent ils font, c'est-à-dire que l'animateur en fait anime avec une vidéo à côté, mais vraiment les dessins sont refaits. Par les animateurs. De toute façon, je pense pas que les animateurs aimeraient rotoscoper. Enfin, ça n'a pas trop d'intérêt, quoi. Je vais vous redonner un peu la parole autour du plateau. mais donc déjà, merci beaucoup, Stanislas, d'éclairer notre lanterne sur la production de cette série. On peut t'écouter. C'est très intéressant. Voilà, très bien. Non, mais voilà, parce que je vous voyais un peu bouillonner comme ça. Est-ce que je peux poser des questions, par exemple? Est-ce que vous avez des questions, les amis? Non. Je voulais rebondir par rapport à ce que Stanislas disait tout à l'heure par rapport à Watanabe. C'est-à-dire que Watanabe s'inscrit à chaque fois en porte-à-faux par rapport à un contexte ou par rapport à son œuvre précédente. Et donc là, Carol and Tuesday s'inscrit en porte-à-faux, entre guillemets, en opposition par rapport à Space Dandy, mais aussi par rapport à une dérive de l'époque. C'est-à-dire que Watanabe, on l'associe souvent à un réalisateur postmoderne, c'est-à-dire il mélange des codes qu'on connaît déjà pour en créer quelque chose de nouveau. Or, le postmodernisme des années 2010-2020, c'est on prend des codes qu'on connaît, mais pas forcément pour créer quelque chose de nouveau. En témoigne l'adaptation Netflix de Cowboy Bebop, quoi. Vraiment, on refait la même chose en moins bien, à mon avis. Et donc, du coup, je pense que c'est une interprétation, je pense que sa réponse à ça, c'est revenir à une forme d'innocence. Une innocence aussi bien stylistique que d'un point de vue dramaturgique, c'est-à-dire que ces deux personnages-là, comparés aux personnages de Samurai Champloo, de Space Dandy, etc., ce sont des personnages très purs, en fait, qui sont purs dès le départ. Voilà. Bien sûr, Jérémy, on a Carol et Tuesday, qui sont deux jeunes filles de 16-17 ans, qui viennent de deux milieux totalement différents. Tuesday, qui vit dans... qui est une ancienne... tu cherches le terme? C'est réfugié de la Terre qui vient sur Mars. Elle est orpheline. Elle n'a aucune info sur sa famille. Excusez-moi pour ce petit oubli. Pas de problème. Et on a Carol et Tuesday, qui elle vient plutôt d'une grande famille. Sa mère est politicienne et au cœur de l'intrigue surtout de la saison 2. Et pourtant, elle se rend compte. C'est cette rencontre qui va créer leur duo, qui va créer tout leur aspect créatif. Et comparé à leurs rivales qu'elles vont rencontrer tout au fil des saisons, elles écrivent leurs chansons. Elles sont c'est dans cet univers qui est dirigé par les algorithmes, comme on peut le trouver même déjà maintenant. En fait, beaucoup de musiques sont créées pour faire plaisir à Spotify et être le plus écoutées. Elles, par contre, elles sont dans une pureté de vouloir créer leur propre texte, leur propre musique, avec le grain, avec tout ce avec leurs défauts. Avec leurs défauts aussi. C'est parfois un peu niais, c'est parfois un petit peu simple, et pourtant, ça marche. Et je trouve que... Moi, il y a une chose que je voudrais parler sur Carol and Tuesday, c'est sur la musique, qui, justement, a ce côté vraiment... on a l'impression d'écouter de la musique qui aurait été écrite dans le futur. Il y a, que ce soit dans les sonorités, dans les différents styles qu'on peut entendre et qui sont mélangés. Et pour moi, c'est vraiment la force, c'est que visuellement, on y croit à cet univers. Mais en termes sonores, on y croit aussi. C'est pas des sons. À part peut-être pour ce que font Carol et Tuesday, et encore, il y a quand même quelques sonorités qui prouvent que c'est pas forcément des musiques qu'on pourrait écouter aujourd'hui à la radio, ou qu'on pourrait même faire naturellement. Et c'est ça, pour moi, la plus grande force de cette série.
Bruno, je te vois opiner du chef. Alors, c'est une série, c'est vrai, elle est très niaise. Oui. Honnêtement, mais c'est très sain, c'est quelque chose d'assez simple, mais paradoxalement, c'est peut-être la série de Watanabe qui raconte le plus de choses, en réalité. Je ne dis pas que c'est ma préférée, ça c'est un regard plus personnel, mais c'est peut-être celle qui raconte le plus de choses sur notre société. Cette fois-ci, ce n'est pas uniquement les personnages qui sont un moteur, il y a tout un cadre politique. On parle des réfugiés notamment. Vous avez, parce que tu parlais de musique qui est produite par Flying Dogs, notamment, vous avez Denzel Curry, qui est un rappeur très très connu, qui incarne un morceau d'un réfugié, donc il y a aussi un combat politique. Alors ça finit un peu en concert des enfoirés. Les enfoirés versus Marine Le Pen, oui. Faites-vous des bisous. Vraiment l'Eurovision vers combat l'extrême droite. Voilà, c'est un peu faites-vous des bisous, le monde il est joli et tout. Mais néanmoins, ça reste une série. Alors effectivement, on a déjà un personnage blanc, un personnage noir, richesse contre un cast un petit peu plus modeste. Malgré tout, je crois que c'est une série, il y a beaucoup de costumes, il y a une tonne de décors. Ça raconte quelque chose. Si vous vous souvenez de la première fois où les deux personnages arrivent à s'accorder en termes de musique, cette scène, elle est vraiment superbe. Avec ses défauts, avec son tâtonnement, on recommence, elles sont toutes les deux là, ok, on repart. C'est vraiment super bien fait. Et ensuite, moi, je vous mets un petit peu au défi. Citez-moi les séries labellisées Netflix en termes de Japanimation qui sont abouties ou réussies. Il n'y en a pas plus de 10, alors que Netflix, ils sont là depuis un moment. On va parler de Great Pretender, on va parler de Devilman Crybaby, mais voilà, c'est bon. Un coup, c'est du Asa, un coup, c'est du Wit Studio. Donc, en réalité, il n'y en a pas une tonne. Et lui, il fait 2 saisons. Alors, il est aussi secondé en termes de réalisation. C'est peut-être pas techniquement la plus impressionnante. Je sais pas, Stanislas, ce que tu en penses en termes d'animation, mais parce que l'intérêt, il est pas là. Là, c'est pas un mec qui va mettre des super coups de pied. C'est plus en termes de réal pur. Qu'est-ce que ça dit ? Et je suis désolé, mais ce chara-design de... Ah, j'ai oublié son nom. C'est Kawamoto ? Non, pas du tout. Pas du tout. Eisaku... j'ai oublié son nom. Le chat, s'il vous plaît, le chat. Je vois Benjamin Benoît sur le chat. C'est ton heure, vas-y. Eisaku Kubonochi, je crois. Vas-y. Mais c'est délicat, c'est raffiné, c'est super bien fait. Les deux protagonistes sont super stylés. C'est des opposés qui marchent très très bien. Et tous les autres personnages aussi. Le rôle du producteur, il est génial. Il raconte beaucoup de choses aussi, le rôle du producteur. Disons que oui, voilà, c'est peut-être une œuvre un peu méta à la manière d'un Porco Rosso ou d'un Redline où on s'interroge sur la mécanique de la création. Sur la mécanique de la création. Oui, chaque rôle, comment est-ce qu'on se répartit le travail. Et est-ce qu'il n'y a pas c'est une question que Paul, je m'en fais le relais. Est-ce qu'il n'y a pas un côté un peu antinomique à dénoncer la culture algorithmique sur Netflix, Stanislas? Non, je pense pas. Je pense que Watanabe-san, il est très pragmatique et Netflix est un diffuseur comme les chaînes de télé japonaises ont pu être des diffuseurs pour ses précédentes œuvres. Ça lui permet peut-être même de toucher plus de monde. Donc en fait, tant qu'à faire, si plus de monde voit des choses un peu plus sensibles, c'est une bonne chose. Après, il y a un message quand même qui est assez ancré dans le... Je reviens sur ça, mais qui est assez ancré dans l'actualité, parce que cette histoire des algorithmes qui viennent un petit peu modifier une élection ou ce genre de choses, c'est des choses qu'on a en tête avec les élections de Donald Trump ou ce genre de choses. Donc, bien sûr, il est encore ancré dans le présent, tout en le projetant dans l'avenir aussi. Donc, j'ai trouvé que c'était assez intéressant de ce point de vue-là. Et puis, Netflix, moi je suis content que ce soit sur Netflix parce que j'ai travaillé sur beaucoup de séries qui étaient diffusées au Japon. Et là, c'est une des premières que je peux ouvertement présenter à mes amis ou à ma famille parce qu'ils sont en mesure de les voir, quoi. Donc, disons que c'est une très très bonne fenêtre aussi pour internationaliser son travail et peut-être enfin un point de rencontre direct entre les artistes justement et le public, ce qui n'était pas forcément évident même sur les cases comme Noitamina ou sur la télévision japonaise, quoi. Paul ? Oui, mais c'est tout le paradoxe de Netflix en fait. Netflix a propulsé la logique, la logique algorithmique du public et en même temps c'est sans doute aujourd'hui l'un des espaces où les créateurs peuvent s'exprimer le plus librement. Regarde Scorsese, regarde tous ces gens-là, et c'est là où Bong Joon-ho, je veux dire, un film comme Okja, va-t-on produire ça ailleurs que sur Netflix? On sait même pas à qui le film s'adresse, quoi. J'adore, hein. Mais voilà. Et donc c'est ça en fait le paradoxe. Donc d'une certaine manière, c'est logique qu'un type comme Watanabe qui a eu quand même du bol jusqu'à l'heure de tenir sa ligne éditoriale, de toujours s'inscrire en porte-à-faux par rapport à ce qui se fait,
d'avoir pu jusqu'alors passer par les canaux classiques. Là aujourd'hui c'est quasiment plus possible. Faut pas dire impossible, mais Netflix en tout cas ça s'inscrit dans cette logique là. Disons voilà, nager le papillon à contre-courant, c'est derrière, on va dire ça comme ça. Voilà. On referme cette partie si vous le voulez bien. Non mais c'est parlant, tout le monde visualise à peu près. Shinichiro Watanabe, le saumon. Donc merci à vous pour cette partie. On va s'écouter donc Carole & Tuesday, Hold Me Now, et puis on se retrouve juste après pour parler cette fois-ci de Watanabe tout simplement aujourd'hui, mais aussi Watanabe, l'héritage. À tout de suite. De retour dans Hyperlink, votre cocktail de BD Pixel, toujours avec Stanislas Bruno de la Cruz. J'ai failli dire Stanislas Brunet de la Cruz. Voilà. J'ai failli le dire, on a tous pensé en même temps. Synchronicité, n'est-ce pas Paul? Toujours avec Paul évidemment, et également avec Jérémy. On va aborder cette fois-ci, on s'était laissé sur le mot VOD, et c'est quel meilleur mot pour commencer justement cette dernière partie de l'émission, s'interroger sur tout simplement la place qu'occupe Watanabe aujourd'hui dans l'écosystème de la Japanimation et de la pop culture. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est un réalisateur incontournable de la Japanimation, ou est-ce qu'on pourrait dire au contraire qu'il a un petit déficit d'image, Bruno? Pour moi, il n'a absolument aucun déficit d'image. C'est pas Bruno de la Cruz qui le dit, mais dans l'industrie, c'est quelqu'un de respecté, de apprécié. Il suffit de regarder les productions sur lesquelles il travaille, qui le demande, avec qui il bosse. Avec tout le respect que j'ai pour les quelques licences que je vais citer, il ne va pas faire la 3e saison de Seven Deadly Sins, il ne va pas faire un petit épisode par-ci par-là. Non, quand même il intervient en dehors, il est sur du Ergo Proxy. Donc je crois que ça passe par là. La réussite au cinéma, le nombre de billets que tu vends, c'est pas ça pour moi le baromètre. C'est plus à chaque personne à qui j'ai dit Watanabe-san, oui, il a du talent, il est fort, et puis c'est pas quelqu'un qui a une réputation, désolé du terme, de salaud ou quelqu'un un peu pourri. Donc je crois qu'il a tout gagné. Donc ce que tu veux dire, c'est qu'il a une reconnaissance interne à l'industrie. Super forte. Et pour moi, c'est pas le regard qu'a le grand public qui va faire si c'est un grand artiste ou pas. Ça n'a presque pas d'importance, mais c'est personnel ce que je dis. Mais justement, on ne va pas revenir sur ce qu'on disait sur le fait qu'il n'ait fait qu'un seul long métrage, mais est-ce que ça pourrait expliquer, Stanislas, le fait justement qu'il n'ait pas de notoriété 5 étoiles comme un Miyazaki ou un Hosoda? Alors, oui, peut-être que Miyazaki, c'est vraiment quelque chose de particulier. Oui, c'est très particulier, mais... Même au Japon, ça sort un peu des clous. Non, moi, je pense qu'en fait, il est quand même assez connu, même si les gens ne connaissent pas son nom. C'est-à-dire que moi, ça m'est arrivé souvent quand je parle, je dis, voilà, je fais de l'animation au Japon, vous travaillez avec qui ou sur quel projet? Si je leur dis le nom du réalisateur, ils savent pas trop. Par contre, je leur dis Cowboy Bebop. Ah, mais je l'ai vu quand j'étais petit et tout, c'était super. Et en fait, je pense même que les canaux comme Netflix, et puis même tous les autres, en fait, ont une case animation japonaise parce que Cowboy Bebop, ou parce que ce genre de série, en fait. Et parce que c'est de l'animation adulte, et donc qui a marqué à une certaine époque, et qui maintenant, tous ces gens qui sont quarantenaires, cinquantenaires, et qui sont aux commandes, ils ont créé ces cases, en fait. Donc on peut lui dire merci, et il a il a sa place en fait parmi ces nouveaux médias, parce que et il peut faire ce qu'il veut en fait, je pense, parce que les gens en fait ont grandi avec lui, tout simplement. On parle quand même souvent quand il y a un nouveau projet, on dit t'as vu le nouveau projet de Watanabe? C'est un peu le nouveau truc, la nouvelle série de Watanabe. Je pense que c'est un des indicateurs. Paul, Jérémy, là-dessus. Paul, toi, tu es un peu un nouveau découvreur de Watanabe pour le coup. Vas-y. Non, mais justement, vas-y. Je pense qu'il est vraiment institué dans la communauté des consommateurs des spectateurs d'animé. Mais pour rejoindre Stanislas, oui, les gens connaissent Cowboy Bebop et Samurai Champloo, notamment parce que ça passait sur Canal, sans forcément connaître Watanabe. La preuve que quand tu m'avais proposé l'émission, Watanabe, je t'ai dit mais c'est qui? C'est le mec qui a fait Samurai Champloo. Ah bah oui, j'ai vu, tu vois. Donc c'est mon cas en tout cas. Peut-être qu'aux États-Unis, c'est peut-être un petit peu plus différent aussi par rapport à nous. Il a quand même profité d'une belle exposition aux US. Bien sûr. Et du coup, est-ce qu'on pourrait dire qu'il a... Tu as un peu répondu à la question, Stanislas, mais est-ce qu'il a fait école? Si oui, plutôt au Japon, plutôt aux États-Unis, à bon escient ou pas? Qu'est-ce qu'on a retenu de son travail? Je pense qu'il a stimulé un certain nombre d'artistes, de gens, et ça a fait grandir pas mal d'artistes. Alors aussi, il y a en parlant d'école, il travaille avec des gens, il collabore avec des gens qui sont souvent plus jeunes que lui, voire du même âge, mais en ce moment sont plus jeunes que lui. Et ces gens-là, ils vont avoir une autre carrière derrière.
Et donc, comme ils ont travaillé, ils ont vu un peu le process avec lui, sa manière de faire. Et donc, il va y avoir quelque chose ça va nourrir leur talent et ils vont aller un peu dans la même direction ou dans d'autres directions. Mais en tout cas, voilà, ça va participer de ça. Donc, l'école, moi, je pense que c'est plutôt ça. Et oui, je pense qu'il y a plein de gens qui ont été influencés, clairement. Alors, est-ce qu'on aurait des exemples autour du plateau, que ce soit propre au monde de l'animation ou justement au contraire du monde du live action, comme on voit sur la boucle en ce moment? Bon, les Wachowski, c'est peut-être un peu une tarte à la crème, Paul. Oui, alors après, il y a influence et influence. Influence revendiquée, là, je parle pas au nom des artistes que je vais citer, mais oui, donc les Wachowski sur la correspondance entre le rêve et la réalité, les interrogations métaphysiques. Tu vois bien les correspondances entre Cowboy Bebop et Matrix, par exemple. Je pense aussi à un autre animateur, donc moi que j'interpréterais même comme la version américaine de Watanabe, c'est Tartakovsky, avec Samurai Champloo, où il avait adopté aussi sa logique de mash-up de différents genres, etc. Samurai Jack, tu veux dire? Je dis quoi? Samurai Champloo. Samurai Jack. Samurai Jack. Donc il avait adopté cette logique de mash-up. Et puis il a fait le même mouvement que Watanabe dans les années 2010, c'est-à-dire que Watanabe est revenu à une espèce d'innocence, d'une pureté avec Carol and Tuesday, là où Tartakovsky il est revenu à un langage très classique, influencé par Kurosawa, par Metal Hurlant, et lui il revient même pas à la pureté, il revient au primitif, quoi, avec la série Primal, qui est un autre chef-d'œuvre que je conseille. Très bien. Jérémy. Ouais, et puis dans la partie animation japonaise, il y a Masaki Yuasa que j'apprécie énormément et qu'on retrouve. Alors pareil, je sais pas vraiment s'il est influencé par lui, mais ils ont travaillé ensemble en tout cas. Ouais, ils ont travaillé ensemble et surtout dans ses œuvres, surtout récentes, il y a une place énorme qui est à la musique. Je pense à Lou. Lou et l'île aux sirènes. L'île aux sirènes, où vraiment c'est un concert permanent de musique, ou encore Ride Your Wave, qui est une œuvre énorme et que moi j'ai beaucoup apprécié, et où justement il y a toute une chanson qui est au cœur du film et qui nous porte encore et encore. Et regardez-la en VF, il est excellent. L'adaptation a traduit la chanson, c'est très très fort. Et puis aussi Night is Short, One Can Girl, avec tous les codes de la comédie musicale sur scène et tout ça. Non, vraiment, Yuasa. Je me suis retenu de ne pas parler de toutes ces œuvres. Non, mais il y a peut-être une filiation dans la mesure où effectivement Watanabe a travaillé en tant que producteur musical sur la bande-son de Mind Game, si je dis pas de bêtises. Est-ce que tu avais vu en tête un héritier ou peut-être une héritière? Alors, pour Watanabe, c'est un petit peu particulier parce que je crois que personne ne l'a vraiment copié au sein d'Animation Jap. Mais effectivement, comme dit Stanislas, les gens qui l'ont côtoyé, ils ont gardé une partie de Watanabe avec eux, mais c'est presque la définition de l'industrie d'animation japonaise. Ça marche énormément comme ça. Du coup, quand vous regardez Michiko Yachin de Sayo Yamamoto, c'est littéralement une série de Watanabe, parce qu'il y a du mash-up, parce que ça mélange des styles, c'est branché, c'est très urbain aussi. Il y a beaucoup d'aspects urbains dans le cinéma de Watanabe. D'ailleurs, Watanabe produit la musique de Sayo Yamamoto. Bien sûr. Mais après, je ne serais pas forcément d'accord sur le lien avec Yuasa. C'est juste que Watanabe, comme Yuasa, fait des productions worldwide. C'est pas fait pour séduire spécifiquement le japonais. En plus, Yuasa, il est formé chez Shinei Animation. Il a des influences qui sont quand même très worldwide. Donc je pense qu'il serait plus arrangé dans cette catégorie-là d'animateurs, d'auteurs ou réalisateurs. Je rebondirais sur Sayo Yamamoto dans la mesure où elle a travaillé sur Fujiko, sur une femme nommée Fujiko Mine, dont Watanabe a produit la bande-son, mais aussi Takeshi Koike, du coup, qui a prolongé ce cycle justement sur mais elle, c'est plus quelqu'un. Déjà, elle a été repérée par Satoshi Kon très jeune. Oui, bien sûr. Et c'est un gros tempérament, Sayo Yamamoto, avec des exigences. Donc, je dirais pas que c'est une enfant de... Elle aime les lunettes noires, cela dit. Ça, par contre, oui, c'est vrai. Ils ont les mêmes paires de lunettes. Je dirais pas que c'est son enfant. Très bien. Merci à tous. Je vais peut-être quand même en placer une pour quand même. Pour Jérémy Perrin, qui opère en ce moment la synthèse très difficile entre le film noir et le cyberpunk sur Mars, qui plus est, avec Mars Express, dont on aura un work in progress au carrefour de l'animation. Si vous êtes à Paris, n'hésitez pas. Un petit mot avant de se quitter, si on a le temps, je ne sais pas si on a le temps, pour Netboy Flixbop, Cowboy Bebop version Netflix, est-ce que c'est une continuité, un héritage, on va dire, authentique et légitime de toute l'œuvre qu'on a abordée dans cette belle émission,
ou est-ce que voilà, c'est malheureusement un succès d'année un peu malheureux? Paul, je te vois sourire. Tu me regardes dans le blanc des yeux. Alors j'essaie de mettre en place ma pensée de la façon la plus diplomatique possible. On va dire que c'est pas du tout satisfaisant. Voilà. Ça n'est pas du tout satisfaisant. Encouragement pour le 3e trimestre. Non, mais on parlait au moment de Cowboy Bebop, l'un des intérêts de l'animé, c'est aussi comment il se positionne par rapport à l'animé, par rapport à son médium. Donc déjà, le fait de changer de médium, de passer au cinéma, déjà je trouve qu'on y perd au change. Et donc ensuite, on peut se dire l'un des intérêts, c'est du coup le photoréalisme, c'est-à-dire vraiment cet univers foisonnant, qu'est-ce que ça donne ? C'est vraiment très compliqué, quoi. Donc c'est vraiment une production Netflix standard où, donc, le motus operandi, rien qu'en termes de lumière, c'est ils éclairent tout blanc, flat, et puis ils font des retouches numériques après, et ça se voit, c'est moche, c'est mal fait. Je peux aligner toutes les caractéristiques de la série. Jérémy, peut-être. Ouais, et puis en termes de narration, pour m'avoir enfilé toute la série, on perd totalement. Je précise que j'ai vu que les 20 premières minutes de l'épisode 1 car j'ai craqué. T'as fait comme Kojima, t'as changé d'avis. C'est vraiment ça. Jérémy. Mais moi, j'ai pas changé d'avis, j'ai tenu parce que j'avais l'espoir que ça puisse être bien. En tout cas, pour moi, il y avait les ingrédients pour que ça puisse quand même avoir quelque chose d'intéressant. Mais en fait, le problème, c'est qu'en termes de narration, ils ont changé trop de choses. Quitte à vouloir être fidèle, autant essayer de faire les choses bien et respecter le matériau d'origine. Mais non, en fait, ils ont changé l'essence, tout ce qui fait la force de chaque personnage et de chaque intrigue qu'ils ont adapté, ils l'ont changé pour le moins bien, du coup. Et en fait, ça dénature tout. On n'a même pas ce trip nostalgique qu'on pourrait avoir, et au final on perd sur tous les tableaux jusqu'à la dernière scène. C'est terrible. Disons que voilà, on n'est plus sur une exploration du passé et du futur avec justement des passerelles stylistiques. On est plus sur une sorte de revisitation d'un univers en mode un peu wannabe avec les codes des séries télévisées feuilletonnantes actuelles. Du Marvel, hein. C'est-à-dire qu'il y a, par exemple, il y a de l'humour dans Cowboy Bebop, mais c'est de l'humour cool, tu vois, oui, les personnages sont cool. Là, ça ricane, tu vois, c'est de l'humour d'adolescent. C'est très vulgaire. Voilà. Le fameux épisode 3, hein, voilà, je n'en dirai pas plus parce qu'il y a peut-être des enfants qui nous écoutent, je ne sais pas. C'est un peu compliqué. Mais bon, voilà, c'est bête parce que quitte à citer Marvel, tu vois, film à playlist, James Gunn, dans la démarche, c'était peut-être pas antithétique non plus, il y avait peut-être des possibilités, tu vois. Justement, film playlist, il y avait Edgar Wright aussi, donc il y avait peut-être des possibilités en live action de faire des choses intéressantes. C'était un tâcheron et un génie, mais ok, voilà. d'accord. Oui, non, mais voilà. Et d'ailleurs, si la musique de la version Netflix de Cowboy Bebop est toujours gérée par Yoko Kanno, ces titres sont excellents, mais ils sont très très mal utilisés. Très mal utilisés, ouais. Il n'y a aucune synchronicité entre l'action et la musique, et souvent en fait elle passe sur des scènes qui sont pas cohérentes. C'est une trahison totale par rapport à l'œuvre Cowboy Bebop. Très bien. Donc si on est sur Netflix et qu'on a envie de voir du Watanabe, on va plutôt se tourner vers Caroline Tuesday, Stanislas. Oui, Caroline Tuesday, espèce dandy, et puis Cowboy Bebop, l'original. Aussi, qui est revenu effectivement. Ouais. Voilà, c'était une question piège. merci à vous. Et oui, voilà, j'ai retrouvé la personne à laquelle je pensais tout à l'heure parmi les potentiels héritiers de Watanabe. À chercher du côté de la musique, c'est plutôt Flying Lotus, dans la mesure où Watanabe a signé un clip pour lui, mais aussi tout simplement parce que cette logique de sampling pour créer des nouvelles choses se retrouve, je pense, à puissance 1000 dans l'album You're Dead, par exemple. Qui est un peu son space dandy macabre à lui, si je peux me permettre l'expression. Mais voilà, donc il y avait vraiment quelque chose de très fort là-dessus, d'autant que voilà, Flying Lotus a fait la bande son de 2 séries d'animation qui se revendiquent aussi de marqueurs visuels de l'univers de Watanabe, dont Cannon Busters et Yasuke, 2 séries de Lotion Thomas. Merci à vous, du coup, pour cette émission. Est-ce qu'on a peut-être une petite recommandation avant de se quitter, avant de lancer la phrase culte? Une petite recommandation, ça peut être une série que vous avez vue récemment, un film, un restaurant. Sinon, on se laisse comme ceci. Tu citais Edgar Wright tout à l'heure, je ne sais pas s'il passe encore au cinéma, mais son dernier film, Last Night in Soho, en termes de digestion postmoderne de genre, mais pour en faire quelque chose de nouveau et d'émotionnellement très très fort, je conseille vraiment d'aller voir ce film-là. Très bien. On en avait fait une critique d'ailleurs, donc je vous redirige vers ce numéro. Si vous n'avez pas de recommandation outre mesure, je vous donne la mienne rapidement. 2 films qui dialoguent, où la musique dialogue avec la mise en scène. D'une part, Lise et l'oiseau bleu de Naoko Yamada, film extraordinaire du studio Kyoto Animation qui date de 2019, disponible en Blu-ray et DVD chez Eurozoom.
typiquement une œuvre magnifique sur le dialogue, la pure expérience synesthétique propre à l'animation. Et sur Netflix, Nomo comme des bulles, qui est un film de Kyohei Ishiguro qui date de juillet de 2021, disponible sur Netflix, qui pareil est une variation synesthétique sur le dialogue entre la mise en scène et la musique, cette fois-ci sous le prisme du haïku et de la poésie, avec une scène finale sous forme de slam qui est absolument incroyable. Donc voilà, c'est un film qui ménage ses effets, mais vous ne serez pas déçus du voyage. Si tu as aimé, je te conseille Occultic 9, qui je crois est toujours dispo sur Wakanim, qui est par le même réalisateur. Très bien. Voilà. Tu as eu une recommandation. Et ma dernière recommandation, ce serait Wonder Egg Priority. Voilà. Très bien. Et moi, ma recommandation, ce sont les VF de toutes les séries de Watanabe qui sont toutes excellentes. Si vous hésitez entre VO ou VF, c'est votre choix. Mais je vous conseille la VF qui, à chaque fois, est dans le ton de chacune des séries et sont vraiment par des équipes très respectueuses du travail. 17h54, la recommandation de Stanislas Brunet. Alors moi, ça ne sera pas une recommandation parce que c'est pas encore sorti. D'accord. Et je ne l'ai pas vu, donc je ne sais pas du tout ce que ça vaut, mais c'est fait par un ami, ça s'appelle Princesse Dragon. Oui. Voilà, dans Kama, réalisé par Anthony Roux et Jean-Jacques Denis, voilà. Et ça a l'air terrible. Et j'ai très envie d'emmener toute ma famille au cinéma pour aller le voir. Voilà. Ça sortira en décembre et il y aura peut-être une projection au carrefour de l'animation aussi. Donc comme quoi, Bizarre, the place to be si vous êtes à Paris. Merci à vous. Comme le veut la phrase consacrée. C'est la fin des shows. Et c'est la fin de ce numéro d'Hyperlink consacré à Shinichiro Watanabe. On espère que ça vous a plu, Stanislas. Merci beaucoup d'avoir fait le déplacement. On sait que tu n'es pas à Paris. Merci infiniment de t'être déplacé pour cette émission. Bruno, merci beaucoup. Tu as des gros moyens. Tu fais déplacer Stanislas. Écoute, voilà, c'est ta troisième participation. Donc je crois que tu vas gagner ton rond de serviette chez nous. Paul et Jérémy, il faudra attendre un petit peu pour avoir le vôtre. Merci infiniment. En tout cas, ce fut un vrai plaisir de préparer cette émission. Je remercie une fois encore Thomas Romain pour avoir répondu à nos questions en amont, et Patrick Sarrea également, ancien directeur des programmes de Game One à l'époque justement de l'acquisition des droits de Cowboy Bebop, qui a permis de lever un peu le voile sur la façon dont cette série a atterri sur Canal+. Voilà, je tiens à le remercier. N'hésitez pas évidemment à nous suivre sur les réseaux sociaux, sur Twitch. Suivez-nous, Discord, rejoignez-nous, Twitter, followez-nous. N'hésitez pas à écouter toute la programmation de Tsugi Radio. Si vous pouvez rester sur Tsugi Radio, on a la résidence mensuelle de Damien Amira et son invité Monil. Ils sont avec nous dans le studio, on leur fait coucou. On fait coucou également à Charlie, on fait coucou à Antoine, qu'on remercie bien chaleureusement. Et on se dit à très bientôt pour un prochain épisode. Ciao!